Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue encore ce matin sur notre antenne, bienvenue sur 10-12, le Zénith, votre talk show qui, comme vous le savez, jusqu'à 12h vous accompagne. Question évidente ce matin, à quand la mise en place d'un nouveau code électoral consensuel au Cameroun? Il est important de le rappeler que depuis hier quand même, on entend effectivement ces hommes, ces acteurs de partis politiques, dit bien sûr de l'opposition, et qui ont, à l'issue d'une rencontre énième, fait savoir que les travaux sont parvenus à un niveau acceptable. Maurice Kamto, aujourd'hui Cabral Libi, Joshua aussi, Thomas Inundam Joya, Pierre Kouemon ou encore Hilaire Zipan s'attellent dans les jours à venir à mettre en place, on dira, les réformes qu'ils ont initiées autour d'un nouveau code électoral ou encore d'une révision comme ils le souhaiteraient. Et dans les jours à venir également, on aura une communication plus étendue sur cette question. Et au-delà de cette question également, puisqu'on parle encore des questions de réalité au Cameroun beaucoup plus politique, comment comprendre que nous soyons à Jugy, -4 pour une marche initiée à Yaoundé aujourd'hui par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun à travers un objet tout à fait précis, déclaration de la grande marche républicaine pour la promotion du vivre ensemble, de la paix au nord et sud-ouest du Cameroun, de la solidarité avec les populations de l'extrême nord victimes de Boko Haram, pour l'intégration nationale contre le tribalisme, en soutien à la démocratie, au respect des droits civiques et politiques de tous les Camerounais et pour la libération de tous les prisonniers politiques, bien sûr, au Cameroun aujourd'hui. On en parle encore, ça bouge en même temps. La déclaration de manifestation a été, bien sûr, déposée au sein auprès de l'autorité, bien sûr, administrative à Yaoundé premier. On attendra encore à voir dans les jours à venir où nous en serons avec cette marche initiée sur un tronçon de moins de 3 km, bien sûr, à Yaoundé. On parle encore ce matin de la culture de la division, qui semble en même temps trouver son nid aujourd'hui au Cameroun, et dit-on initié et entretenu par les pontes du régime et surtout bien encadré par les enseignants, politologues ou encore sociologues aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer que le Cameroun soit dans un état de basculement particulier avec le tribalisme dont certains font montre aujourd'hui avec une promotion incroyable à travers les plateaux de radio et télévision au Cameroun, qui sont ceux qui pensent qu'en même temps il faudrait diviser les Camerounais en prônant ou encore en brandissant toujours les clivages et tribalistiques aujourd'hui au Cameroun. Mesdames, Messieurs, quoi qu'il en soit, on en parlera, mais surtout, on a le devoir de ne pas se taire. En compagnie de Charles Lamel, Bonbon Bengan, Dominique Odero-Yengelek et Isabelle Carozepet, ensemble, unis pour la même mission, jusqu'à 12h, vous serez servis. Charles Lamel, bonjour ce matin, bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonbon Bengan Kandji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je vous réponds tout de suite, l'exacerbation du tribalisme, y compris par les universitaires, est la preuve que ceux qui étaient les pourfendeurs de l'indépendance, c'est eux qui se sont mis à gérer l'indépendance alors qu'ils n'avaient pas une idée de ce que c'est que d'avoir la souveraineté dans un pays. Ils étaient contre ce principe de l'indépendance. Ils ne savaient pas ce que c'est. On vous confie quelque chose qui vous dépasse à gérer. C'est pour ça qu'il y a des dérives. Ceux qui prônaient l'indépendance parce qu'ils savaient ce que c'est que la souveraineté, ils avaient donné des orientations claires. Malheureusement, l'histoire a voulu qu'ils soient assassinés précisément par les Français qui l'en ont confié à quelqu'un, au pourfendeur. C'est pour ça que nous sommes dans cette dérive-là, malheureusement. Tout à l'heure, on fera bien sûr là-dessus une analyse froide, bon Benga. Nous vous entendrons véritablement. Nous tenterons ensemble de mieux comprendre les origines de ce phénomène devenu, on va dire, quasi réel au Cameroun aujourd'hui. Isabelle Carozepet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour aux nombreux téléspectateurs. Comment peut-on choisir de se suicider parce qu'on a échoué un examen? C'est la question que je me pose. Dans tous les cas, je pense que c'est un recours qu'il ne faut pas, on n'a pas besoin de cela. Vraiment, si tu avais échoué un examen, certes c'est compliqué, mais il faut pouvoir se donner encore tous les moyens pour pouvoir le braver l'année suivante au lieu de choisir de mettre fin à ces jours. J'imagine ses parents, j'imagine tous l'entourage, comment ils peuvent avoir le cœur meurtri et comment digérer une telle situation. Assez compliqué. Merci beaucoup Isabelle Carozepet ce matin. Et on encourage bien évidemment tous ces candidats au probatoire, au baccalauréat, que ce soit technique ou encore celui de l'enseignement général, d'être
patient et surtout de se défaire d'une idée selon laquelle s'il y a échec, on se donnera la mort. On n'en a rien à foutre des examens ou encore des diplômes. La vie est tellement belle à vivre. Les diplômes ne vous donneront forcément pas ce que vous cherchez. C'est important de le rappeler ce matin. Donc, aucun souci là, cette année. Et bonjour à vous, Dominique Audrey. Bonjour Michel Ngachou, bonjour téléspectateurs. Ce matin, je partage avec vous une pensée de Che Guevara qui disait que la plus belle qualité d'un révolutionnaire, c'est de ressentir au plus profond de son cœur, n'importe où dans le monde, la plus petite, la plus infime des injustices. Et ce que Mirabel Ligom ressent, vit aujourd'hui, est une injustice. Et vraiment, le Cameroun devrait avoir à cœur de lui redonner la joie, la force et le courage de pouvoir vivre. Merci à vous. Madame, Messieurs, restez connectés sur notre antenne, mais surtout sur nos réseaux sociaux avec Equinox TV. Allez également vous y abonner. Et merci de nous laisser vos nombreux commentaires à travers également le message qui s'affiche, je veux dire le contact bien sûr qui s'affiche au bas de l'écran. Nous vous lirons. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. La préoccupation de ce matin concerne une jeune femme âgée de 29 ans, son fiancé à 31 ans. Ils sont en plein dans les préparatifs de leur mariage. Malheureusement, avant toutes les procédures, ils ont décidé de se mettre ensemble sans passer par la case examen prénuptiaux. Et les frères de la jeune femme lui ont dit ça a été une erreur. Donc, vous auriez dû commencer par là. Et donc, ils ont décidé d'aller faire des examens. Entendez VIH, sida, syphilis, électrophorèse, hépatite, chlamydia. Tous les examens sont négatifs, à l'exception de l'électrophorèse qui présente une incompatibilité. Et on leur a fait savoir qu'ils avaient 50% de chances d'avoir des enfants, dont 25 SS et 25 AA. Ils ont donc décidé, malgré tout cela, de rester ensemble. Et la jeune femme, tellement, dit-elle, qu'elle a peur de la réaction de sa famille, a décidé, du moins, elle a dit à son fiancé que je ne suis pas prête en parler à ma famille, je préfère que cela reste entre toi et moi. Le garçon lui a dit non, il faudrait au moins, même si toute la famille n'est pas au courant, que tu en parles avec au moins ta mère. Et moi, de mon côté, moi je suis orphelin de père et de mère, je vais en parler avec ma grande sœur qui est comme ma mère aujourd'hui. Donc il en a parlé avec sa grande sœur qui lui a dit, peu importe la décision que vous prendrez, vous êtes des adultes, moi je vous soutiens, peu importe votre choix. Donc faites votre choix. Et maintenant, la jeune fille ne sait pas comment aborder la question avec sa famille. Son fiancé l'a convaincue d'en parler, mais maintenant elle aimerait savoir, Bombok, Charles Armel, comment est-ce que je devrais aborder la question avec mes parents, avec ma famille? Est-ce que véritablement je dois leur en parler? Il n'y a pas que Bombok Charlamel, il y a aussi Isabelle La personne mentionne Bombok et Charlamel. On a également besoin du point de vue de tout le monde, hein, y compris votre point de vue aussi, Dominique Audrey. Hein. Donc, non, je restitue fidèlement les attentes de la dame. Bon, c'est pas grave, voilà. C'est pas grave. Merci beaucoup. Eh bien, c'est une question évidente aujourd'hui. Ils sont très nombreux, on va dire ces Camerounais ou encore ces Africains ou ces êtres humains de par le monde entier qui vivraient dans ces conditions. Et comment comprendre que lorsqu'on n'a pas fait ces examens prénuptiaux, que l'on s'engage et qu'on se rende compte en plein couple qu'il y a des problèmes. Comment en sortir? Scientifiquement, peut-être oui. Du point de vue, on va dire, réalité autour de la culture bantou, pour nous qui le sommes également, est-ce qu'on peut s'en sortir? Les questions sont évidentes ce matin. Bon, Bengan, je commence par vous. Vous conseillez quand même à vos enfants de toujours faire des examens prénuptiaux avant le mariage. Une fois dans le mariage, quand on se rend compte qu'on n'est pas, comment dire, je cherche le mot, synchronisé, on n'est pas en adéquation avec les réalités des gamelles et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment est-ce qu'on transmet le message aux familles? D'abord, un bon bantou fait toujours les examens prénuptiaux avant le mariage. Toujours, c'est automatique. Avant même d'engager les procédures de la dot, on fait les examens prénuptiaux. C'est d'ailleurs ça qui détermine. Je vous parle toujours ici de la maîtrise des sciences exactes et des sciences molles. Je vous parle toujours ici de la découverte de ce paradigme mental qui fait, j'allais dire, vivre la rationalité humaine. Toute la culture bantou est science.
Sauf que nous, on n'a pas vos électrophorèses, tout ce que nous les avons autrement. Autrement, c'est ça qu'il faut apprendre. Donc, nous, lorsque ça arrive, justement parce que avant d'engager la procédure de la dot, on demande à ces enfants, parce que on les accompagne. D'abord, l'information ne vient même pas d'eux. C'est les parents qui savent que leurs enfants ne peuvent pas être ensemble. Et chaque parent commence à préparer son enfant de son côté. Voilà comment ça se fait. Pour ce garçon, vous savez bien qu'il est occidentalisé. Il parlait c'est ma grande sœur. C'est pas sa grande sœur qui est le chef de famille. Donc, en principe, chez nous, les Bantous, son chef de famille aurait su que mon fils, dans la relation qu'il engage avec sa fiancée, ça ne peut pas donner. Ils auront des difficultés. Enfin, précisément pourquoi on le fait. Parce que le mariage, c'est la recherche du bien-être, la recherche du bonheur. Recherche du bonheur. Mais on pense que la recherche du bonheur, c'est vous deux. C'est la pérennisation de la descendance de l'un et de l'autre partenaire. Absolument. C'est ça le bonheur. Donc, Dieu dit donc, accueillir l'enfant qui va naître, dans quelles conditions. Il nous arrivait même des situations où on demandait au futur mari que, comme vous voyez là, il n'est pas encore besoin pour vous de construire dans la concession familiale. Aujourd'hui, tu vas d'abord chez tes oncles maternels, tu vas d'abord chez, voilà, ainsi de suite, parce que nous, on regardait jusqu'au ciel. Justement, est-ce que la météo vous permet donc... Vous regardiez comment? C'est important quand même qu'on ait une idée au moins. C'est important d'en parler. Vous savez, quand je vais commencer les quantiums d'état, ça va reparaître barbatif. Je vous prends seulement la spirale de l'escargot. La spirale de l'escargot donne, j'allais dire, le symbole, symbolise la multiplication de l'énergie à partir d'un point. La multiplication de l'énergie des deux tourtereaux qui vont méditation. C'est ça qu'on calcule, et les angles, et les tisses, et tout ça, pour voir si mademoiselle telle et monsieur tel pourront être compatibles et à quel niveau, jusqu'au degré du ciel, au niveau du ciel que vous appelez aujourd'hui horoscope. Mais nous, il y a ces calculs-là qui se font de telle manière que on puisse vous dire, c'est comme ça qu'on vous accompagne, on vous dit, dans un premier temps, non, vous allez construire votre case à côté d'une grande rivière. Vous n'avez pas le droit de revenir à la concession familiale si votre enfant n'a pas atteint 5 ans. Donc il y a des choses qui vont au-delà de ce que vous pouvez imaginer comme mon cœur a flashé et tout. Donc c'est ça qu'on appelle l'accompagnement. Et c'est là qu'on appelle l'accompagnement. Donc quelquefois même, on disait, il arrivait dans ces calculs, on dit au garçon, tu sais, tu avais prévu un appel la dot. Non, tu ne dois rien donner. Tu es orphelin, la situation telle que c'est là, tu ne dois rien donner. C'est nous qui devons te donner la femme. Donc si tu as quelque chose à préparer, là, bon, garde ça. Quand tu seras marié, tu vas te déployer avec ton épouse. La famille prend la charge de. Parce que justement, on a regardé également dans quelles conditions ses parents sont partis. Quelle est l'histoire de la famille? Donc ici, je leur dis, mais non, attachez le cœur, comme on dit au quartier. Ne vous mariez pas parce que en fait, vous n'allez pas vivre l'amour. Vous n'allez pas vivre l'amour. Donc, en fait, vous pourrez être considérés comme des assassins. Parce que les enfants que vous allez mettre au monde seront dans une situation compliquée. Une fois mariés, parce que c'est une vie, ce seront les vies que vous allez mettre en souffrance. Alors, il y a également, il est important d'en parler. On peut ne pas être marié. Et on le sait, il y a des familles monoparentales aujourd'hui. Il y a des incompatibilités qui se créent de temps en temps et forcément qui concourent au décès de l'enfant. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à la jeunesse, à ceux qui nous regardent et qui pratiquement peuvent se retrouver dans des jeux permanents, je parle sexuellement, au point de faire des enfants, qui peuvent ne pas être des produits issus d'une relation compatible des deux. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger
on va dire, l'humanité et protéger les familles à ne pas verser dans cette pratique qui peut être pernicieuse, Bonbon? Ma fille de Dominique parlait souvent de protégez-vous, même avec des condoms, comme on dit. Oui. Parce que ça vous évite les MST, ça vous évite aussi ces grossesses-là. Deuxième étape, faites des examens prénuptiaux. D'accord. Faites-les. Donc, il est peut-être plus acceptable de rompre les fiançailles de manière, j'allais dire, consensuelle, parce que l'un n'a pas provoqué l'autre, voilà, que de causer des dégâts demain avec des enfants qui seront dans des situations où peut-être le suivi médical sera beaucoup plus fort. Est-ce que cette fille, justement, dans ce cas, Isabelle Carozopet, a besoin forcément d'en parler à sa famille? Oui, on le sait, elle le fera, mais elle comprend au moins l'enjeu d'une vie, d'un avenir. Ou du moins, elle nous pose la question parce qu'elle ne sait à quel sens s'ouvrir. Moi, je crois que ce que cette fille doit faire, c'est remercier le ciel. Je crois qu'elle doit célébrer ça. Je ne sais pas de quelle façon, je ne sais pas ce qu'elle appelle énormément, mais je crois qu'elle doit justement pouvoir exprimer cela. Je m'explique dans le sens où aujourd'hui elle n'est pas enceinte, parce que si elle était enceinte, je crois que le discours qu'on devrait tenir sur ce plateau devrait être différent, et je crois que ces jours devraient être encore plus amers. Donc je crois pour ma part qu'elle devrait plutôt jouir et se réjouir du fait que voilà, c'est une situation qui aujourd'hui n'a pas tellement de dégâts, qu'on peut stopper net et passer justement à autre chose. Ce qui se passe avec son cas, c'est que malheureusement aujourd'hui dans nos sociétés africaines, camerounaises particulièrement, on a toujours tendance à commencer par la fin. C'est-à-dire qu'on rencontre un homme, on fait d'abord des enfants avec lui, vraiment on va habiter avec lui, et ensuite on décide d'aller voir les parents. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Vous me regardez, vous riez parce que vous êtes un homme et vous savez très bien ce que vous les hommes, vous faites. C'est ce qui se passe. Ne oui. Pas laisser croire que j'en fais partie. Quand même, non. Mais vous êtes un homme, Michel Ngachou. Voilà. Peut-être que vous le faites ou que vous ne le faites pas, mais je crois que vraiment, c'est ce qu'il faut d'abord commencer à dire beaucoup plus aux hommes. Parce que quand vous rencontrez une femme, vous commencez à faire des enfants avec elle, sans même savoir justement son groupe sanguin ou encore je sais quoi d'autre en ce qui concerne son état de santé, c'est un problème. Et aussi pour les femmes qui manquent de confiance en soi, qui n'arrivent pas à s'assumer, qui n'arrivent pas justement à donner le temps dans une relation. Si vous avez la malchance de rencontrer un homme qui n'a pas d'épaisseur, je crois que c'est à vous de pouvoir vous imposer, à lui dire, ben écoute, avant qu'on ne commence à faire ci ou ça, on devrait commencer par des examens prénuptiaux. Malheureusement, ça se passe dans très peu de cas. Le pourcentage est tellement bas sur le nombre de couples qui décident d'aller justement faire des examens prénuptiaux avant de se mettre... C'est quoi la raison ? Ben, la raison, moi je veux dire que c'est la désinvolture, parce qu'on prend ça tellement à la légère, parce qu'on se dit que, ok, d'accord, les enfants qui naissent avec des malformations ou encore ce genre de maladie, vraiment ça n'arrive qu'aux autres et tout. Je crois qu'on n'est pas, il y a un manque de confiance qui anime certains et qui pousse à ne pas faire ce genre de choses, parce que c'est pas seulement pour le mariage qu'on fait des examens prénuptiaux. Quand on décide d'avoir des enfants avec un homme, on va automatiquement faire un bilan de santé tous les deux. C'est pas seulement quand on dit, ok, d'accord, on ira à la mairie, ou on ira à l'église, je ne sais pas où. Du moment où on pense à faire un enfant, du moment où on pense à se mettre avec quelqu'un, à avoir des relations intimes avec cette personne, automatiquement, il faut rencontrer un médecin pour justement avoir le bilan de santé de votre partenaire. Parce qu'au-delà de l'enfant qui peut naître avec autant de ci ou de ça, vous pouvez avoir un partenaire qui soit malade, qui vous contamine. Donc, je crois que c'est pour vous mettre d'abord, vous, à l'abri de certaines choses et l'autre également à l'abri. Mais malheureusement, le premier, soit ce sera resto, le second, soit ce sera chez lui, le troisième, soit ce sera dans sa chambre, malheureusement. D'accord. Et justement, pour cette fille, vous avez dit qu'elle a la chance, elle a la grâce, qu'elle comprend tout maintenant. Devrait-elle en parler ou pas, ou se retirer automatiquement sans mot dire? Elle en parle parce que les parents, toute la famille est déjà au courant de ce qu'elle est fiancée, sauf si je me trompe. Naturellement. Si on est au courant de ce que vous êtes fiancé, il faut quand même dire qu'il n'a pas disparu de la circulation. Ouais. Il ne s'est pas évaporé. Ouais. Donc, vous dites que, écoutez, voilà. Mais vraiment... Bon, on parlait tout à l'heure d'une séparation consensuelle. Si je parle en direct Isabelle Caron, mais je crois que quel est ce genre de famille aussi qui accepte ça? Parce que quand vous venez chez vous avec un homme, papa, écoute, je vais te présenter telle personne et tout, on vous demande impérativement vraiment d'avoir cela avant même qu'on ne fasse le toqué-porte. Parce que le toqué-porte, c'est le toqué-porte qui est cette occasion, cet instant qui ouvre les fiançailles. Donc avant même d'ouvrir les fiançailles, on se rassure que vraiment on est sur la même longueur d'onde. Avant même d'ouvrir ça. Donc je crois qu'il y a quand même eu un peu de légèreté dans C'est un document qui peut conditionner, on va dire ce qu'on appelle le toqué-porte aujourd'hui. Ça conditionne énormément.
énormément, Michel Ngachou. Si vous êtes incompatible avec quelqu'un, vraiment, vous n'avez pas, vous l'aurez que vraiment, il vous suffit à vous deux de vous aimer un peu, c'est tout. Vous vous aimez, certes, et vous avez besoin de voir justement les fruits de cet amour. C'est pas que c'est l'enfant qui conditionne le mariage, mais lorsqu'on se marie, on a besoin quand même d'avoir la grâce, parce que ça c'est une grâce aussi, il faut le dire, d'avoir ses retombées. Donc je crois qu'à un moment donné, ces familles n'ont pas également joué leur rôle, parce que du moment où la fille vient pour dire papa ou encore maman, j'ai un fiancé, j'ai un gars et tout, il veut m'épouser, où sont vos examens? On commence par là. Il peut y avoir quand même, cher Lamel, dans cette, on dit dans ses propos, dans ses arguments portés sur ce plateau ce matin, comment dire, un parallélisme. À la fois la médecine, dit-on conventionnelle ou moderne, qui voudrait qu'avant de concourir à une quelconque relation, il faut absolument se préparer et aller faire ses examens prénuptiaux. Ça, c'est ce qui en ce qui concerne la médecine. Bon, on pense également que chez les Bantous, il y a toute une sphère de calcul qui se mettra en place. Alors, je dis simplement, est-ce que ceux qui n'ont pas l'occasion de le faire aujourd'hui, avant le mariage, est-ce que le problème du coût porté très souvent au sein des hôpitaux n'est pas l'une des raisons fondamentales qui les empêcherait justement de le faire? 300, 400, 500 000 pour certains, tout le monde n'a pas cet argent, Charles Mbachou. Monsieur Michel Ngachou, vous savez, aujourd'hui on a atteint un niveau où on dit rien ne doit menacer mon bonheur. Quitte à ce que la mort vienne, rien ne doit menacer mon bonheur. Je dois vivre mon bonheur pleinement. Alors, vous avez donc des jeunes filles qui sont conscientes, monsieur Michel Ngachou, d'un ensemble de choses et qui décident de vivre leur bonheur. Malgré les interjections, malgré les interpellations, malgré les observations qui sont faites, elles disent, je m'en vais. Pareil pour les garçons, hein. C'est pas seulement pour les femmes, pareil. Elles disent, je m'en vais, je veux vivre mon bonheur. Oh, ça se passait comment chez les Bantous? Monsieur Michel Ngachou, la jeune fille, avant d'aller en mariage, elle ne restait plus dans sa famille. Elle allait chez, comment on va dire, permettez l'expression, la matriarche de la famille, l'aîné de la famille, qui procédait à des observations qui portaient sur 5 points essentiels. Le premier point, la langue. Votre langue renseigne sur votre état de santé. Une langue trop blanche, vous avez des soucis. Une langue qui a des pointillés noirs dessus, vous avez des soucis. Une langue qui est violette, vous avez des soucis. Donc l'État, tous les matins, elle prend cette peine. Parfois, ça ne se faisait pas chez la matriarche de la famille, mais c'était dans la belle famille. C'est pour ça qu'on envoyait la fille aller passer un peu de temps. L'état des cheveux roux cassants. Lorsque vous avez des cheveux roux cassants, ça d'office démontrait que vous avez une maladie incurable. Il y a des styles. Ça je l'ai appris auprès de ma grand-mère. L'état des ongles, monsieur Michel Ngachou, la qualité des ongles, comment est-ce que les ongles renseignent le pipi du matin, monsieur Michel Ngachou. Si lorsque vous faites pipi pour le garçon, les fourmis arrivent, ça veut dire que vous avez trop de sucre. Si vous faites pipi, monsieur Michel Ngachou, les mouches arrivent, ça suppose une infection. Si vous faites pipi, ça sèche vite, ça suppose que vous consommez trop de sel. Si vous faites pipi, ça tombe sur vos pieds, ça veut dire que vous avez la prostate. On avait cette technique. Et en plus, il y avait le dernier, les sels, monsieur Michel Ngachou, la couleur des sels qui renvoyait. On avait ces méthodes, monsieur Michel. Donc, à partir de là, on définissait si oui ou non la relation devait continuer. C'est comme ça qu'on fonctionnait chez nous, les Bantous, sans toute exagération, sans toutefois avoir de l'exagération. Donc, aujourd'hui, on est arrivé dans ce système où on dit, avant toute chose, il faut faire des examens. Mais quel examen? Les gens n'arrivent jamais à l'électrophorèse. Les gens n'arrivent jamais à faire même comment vous appelez ça, l'électrocardiogramme. Monsieur Michel Ngachou, il n'arrive pas à ce niveau. Est-ce qu'ils ont besoin de la tension? On s'en fout. Est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il est le diabétique? On s'en fout. Tout ce qu'on veut savoir, est-ce qu'il a le VIH? On s'arrête là. Ah oui, on s'arrête là. Mais ça va au-delà. Et moi, je vous ai dit, tout ce qui accompagne le Ngambi, à travers même le Ngambi seul, on va regarder, on dit que le masque ne va pas donner. On voit la mort. On voit la mort. On dit, tu vas te marier, certes, mais tu vas vite pleurer. On peut t'envoyer ça, on peut vous dire ça de manière subtile.
que vraiment tu vas te marier, mais tu vas vite pleurer. La fille va dire que fichez-moi la paix avec vos histoires là. Si toi-même tu voyais ton devant, tu devais être où? Si tu voyais ton devant, tu devais être là, dans la pauvreté là. Allez, fichez-moi, excusez-moi, je parle trivialement comme ça se fait au quartier. La fille se marie, 2-3 ans après, le gars tombe. Et c'est là où pendant qu'elle coule les larmes, elle se souvient que on m'avait dit l'affaire là, oh, on m'avait dit, on dit tais-toi. Tu as fait quoi de ça? Tu as préféré ton bonheur. Le bonheur, monsieur Michel Ngachou, il est éphémère. Pendant que certains croient, le bonheur, il est éphémère. Le bonheur que vous cherchez à vivre. La réalité du terrain vous apprend tout autre chose que ce bonheur vers lequel vous êtes en train de courir. Donc cette fille, actuellement, ils ont décidé de garder, oui. Je concède, chaque couple a son secret, chaque couple a ses secrets. Ils ont choisi de garder le secret, mais c'est un bonheur qui va se transformer très rapidement en larmes. Merci infiniment, Charles. Allez, Dominique Audrey, les avis ont été, on va dire, proposés, les arguments et en même temps autour de l'histoire. Qu'est-ce que vous y mettez en complément? Ce que je mets en termes de complément, c'est que il n'y a pas de mal à dire à votre famille que malheureusement, génétiquement, vous avez hérité de problèmes. Si peut-être vos parents, avaient fait ces examens, ils se seraient rendus compte que les 2 enfants qu'ils ont eus sont des porteurs. Bon, c'est vrai qu'on ne dit pas porteurs de gènes de drépanocytose, mais vous êtes porteur, vous êtes... on dit quoi, homozygote, quelque chose comme ça. Vous êtes malade, prédisposé à donner des enfants malades. Maintenant, on vous a dit que vous avez 25% de chances d'avoir des enfants SS et 25% de chances d'avoir des enfants AS. Ça veut dire que vous avez 25% de chances d'avoir des enfants normaux. Donc, vous pouvez avoir un enfant qui n'est pas drépanocytaire et également, vous avez la possibilité d'avoir un enfant qui est drépanocytaire. Donc, madame, c'est... La vie est faite de risques. La vie est un risque en lui-même. Est-ce que vous allez vous arrêter là? Moi, je ne vous conseillerais pas de vous arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, dans les années 1980 et autres, les chances de survie d'une personne drépanocytaire étaient de 20 ans. Aujourd'hui, on peut aller à 40 ans avec la drépanocytose si le suivi est effectif. S'il y a un véritable suivi médical, vos enfants peuvent survivre. Et il y a plusieurs types de drépanocytose. Moi, je vous suggère de vous rapprocher de vos médecins pour qu'on vous dise exactement à quoi vous pourriez faire face. Mais il n'y a pas de raison. En termes de dépenses, elle a l'argent nécessaire pour ça? On ne sait pas. Parce que vous lui demandez de risquer. On ne peut pas savoir. Vous lui demandez de risquer. Je ne vais non plus lui demander d'arrêter de ne pas se marier. Aujourd'hui, elle est déjà dotée. Le mariage est déjà en pleine organisation. Pour moi, ce n'est pas suffisant pour que vous vous arrêtiez. Vraiment, pour moi... Oui, justement, ce que je pense, mon avis, c'est que vous ne devriez pas vous arrêter. Ce n'est pas une question de bonheur. Ou alors, il y a plein d'autres... Qu'est-ce qui vous dit que votre premier enfant sera drépanocytaire? Rien. Qu'est-ce qui vous dit qu'il sera normal? Rien du tout. Donc, madame, franchement, à un moment donné, vous faites vos choix et vous les assumez. Moi, ce que je vous suggère, c'est de vous marier. C'est pas trop facile de le dire. Écoutez, c'est mon avis. Oui, on ne dit pas que c'est votre avis, mais on tente encore de comprendre votre avis. Est-ce que c'est pas trop facile de le dire? Parce que on parle effectivement de la recherche du bonheur. Mais est-ce que dans la recherche du bonheur, à un moment donné, dont on est conscient que ce soit éphémère, est-ce qu'on ne peut pas se dire... Comment on le définit même déjà, le bonheur? On définit là, ce bonheur-là. La définition ne peut pas être standard. Ce qui fait mon bonheur ne fera pas le vôtre. Non, on est tous d'accord. Donc, ne me demandez pas de c'est aussi trop facile de lui demander de ne pas se marier. Oui, on est tous d'accord. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, question de protéger la fille ici, protéger le garçon et protéger les enfants qui naîtront? D'ailleurs, bon, on a très bien dit, on peut être considéré de criminel. Est-ce que ce n'est pas l'occasion ici de se dire, bon d'accord, pour que nos moralités soient bonnes, pour que nous puissions revivre nos vies normalement, sans pourtant être ennemis, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'asseoir et se dire, on peut procéder à une séparation consensuelle? C'est toujours, ça fait pas, pourquoi se séparer quand dans notre entourage, on a des drépanocytaires qui vivent? Pourquoi? Alors, vous avez déjà pénétré la vie d'un drépanocytaire? Pourquoi est-ce tout le régime que cela impose à un drépanocytaire? Est-ce que vous avez déjà, minimum, un gars qui vit de la drépano va dépenser seulement pour son alimentation, va chercher dans les 60 000, monsieur Michel Ngachou, seulement en termes de médicaments. Est-ce qu'elle est prête à ça? Dominique. On ne peut pas savoir parce qu'on n'est pas dans ses poches. Ce que je dis, c'est qu'on peut avoir pour mari un diabétique qui va devoir engranger les mêmes frais qu'un enfant drépanocytaire. On va éviter de se marier avec des gens
parce qu'ils peuvent avoir des maladies. En tout cas, mon avis, c'est que, madame, le risque, c'est vous qui le prenez. La vie, c'est vous qui allez la vivre. Si vous sentez que vous pourrez tenir, parce que vous avez des chances d'avoir des enfants qui ne seront pas malades, alors, madame, prenez votre risque et vivez votre vie. Merci infiniment, Dominique Audrey. Oui. Vraiment, j'aimerais dire à votre suite que il y a des choses quand même sur lesquelles on ne saurait tergiverser, parce que là, on parle quand même d'une science exacte. Quand vous faites des examens prénuptiaux, c'est pour qu'on vous dise s'il y a compatibilité ou pas, s'il y a faisabilité ou pas. Alors, vous ne pouvez pas savoir qu'en prenant votre voiture, vraiment, il y a tel ravin là devant, et vous foncez dans un ravin en disant que, ok, d'accord, même si vous sortez de la mort, ou alors en perdant une jambe, 2 jambes, ça pourra se faire. C'est vraiment, je crois qu'on est quand même aussi là parce qu'on a un rôle d'éclaireur. On a aussi là pour pouvoir éduquer. Je vous mais je pense que dans votre pédagogie, dites aux gens qu'il y a des chances d'avoir des enfants normaux. On ne peut pas savoir qu'on fonce sur un mur et on décide quand même de foncer dessus. Ne donnez pas l'impression que vraiment, personne ne souhaite cela. Quand vous avez des enfants, on souhaite vivement les voir en santé. On souhaite les voir nous dépasser, nous surpasser, mais on souhaite les voir aller plus loin, aider dans de meilleures conditions. On ne peut pas à l'avance savoir qu'ils ne pourront pas être bien portants et prendre quand même le risque de le faire. Ça veut dire qu'on s'enferme dans les centres hospitaliers, qu'on fait dans les formations sanitaires, de savoir donc quand tu es d'accord s'il est malade, vous gérez. La drépanocytose aujourd'hui, la médecine a tellement évolué qu'on peut gérer des personnes qui sont drépanocytaires. Il n'y a pas une poubelle où on gère les humains. Si elle avait déjà eu des enfants avec lui, on devait les tuer. Oui, parce qu'elle avait souffert. Il y avait un 5% de chance d'avoir des enfants. On sait tous et on est d'accord que la prévention est meilleure que la guérison. Absolument. Donc vraiment, on ne peut pas changer ça. Okay. Prévenir vaut extrêmement mieux que guérir. Et le médecin vous le dit toujours que si vous pouvez prévenir quelque chose, autant mieux prévenir. Oui, donc ce qui est prévenable, vraiment, faisons l'effort de prévenir. Vous voulez donc nous dire que je vais faire mes examens avec mon fiancé et je découvre qu'il a un VIH-Sida. Non, je ne vais pas me marier avec lui parce qu'il a le VIH-Sida. Parce que je ne vais pas pouvoir tenir, parce qu'on ne pourra pas avoir des enfants. On peut avoir des enfants aujourd'hui avec une personne qui a le Sida. On peut. Le débat n'est pas au niveau de la la science aujourd'hui permet d'avoir des enfants, même si on est porteur des gènes de drépanocytose. Alors, on parle d'incompatibilité, Dominique Audrey. On est tous d'accord. Oui, on parle d'incompatibilité aujourd'hui. On peut comprendre que l'on soit porteur d'un VIH et faire des enfants sans pour autant que ces enfants soient contaminés. Nous sommes d'accord. Voilà. Alors, mais si nous sommes dans le cadre quand même de ce qu'on appelle la drépanocytose, nous sommes conscients des conséquences, des charges que ses frères, ses sœurs subissent au quotidien et même ses familles. Comment donc préserver les familles à ne pas y plonger? Comment préserver les familles à ne pas y verser? Si on recherche que le bonheur, comme le disait Charles Hamel ou encore Isabelle Carole, son bonheur, sa vie, on fera un enfant, Dominique Audrey. Vous pourrez avoir tout l'argent du monde, mais à un moment donné, vous n'en avez plus. Comment parviendrez-vous à tenir à cet enfant, sachant que sous peu de temps, il peut mourir? Sachant que, oui, moi je pose la question. C'est pour ça que la science évolue, très cher. C'est que le bonheur, en même temps, c'est l'union et surtout pérenniser l'espèce humaine. Monsieur Michel Ngacho, les choses ont changé. Lorsque vous décidez de faire un enfant, votre vie s'arrête. Absolument. Votre vie s'arrête, vous commencez à penser, projeter pour cet enfant. Si en même temps, vous serez en train de projeter sur vous et projeter sur l'enfant, monsieur Michel Ngacho, vous ne marquerez pas un pas. Vous allez rester, vous allez stagner. Je vous parle d'expérience parce que j'ai connu des cas dans mon entourage, monsieur Michel Ngacho, où je me suis rendu compte des gens ont forcé, ils ont forcé à vivre. La femme ne développe pas, la fille ne développe pas la maladie, vous le savez, chez les femmes, la fille ne développe pas la maladie, la fille vit tranquillement, mais c'est l'homme qui fait la maladie, il fait densément, monsieur Michel Ngacho, la maladie. Donc vous allez voir, elle va forcer, elle peut avoir, vous dites que 50%, 25%, elle peut avoir des normaux, 25%. Mais attendez, si avant d'atteindre les 25% de normaux, vous faites 50 ou 75% d'anormaux et 1%, vous allez passer la vie, vous allez nuire cet enfant. À quoi bon faire les examens prénuptiaux s'il ne faut pas tenir compte de cela? Autant mieux ne pas faire. Mais si on nous impose de le faire, la société l'impose, alors il faut tenir compte de ce qui en découle.
cool. Et c'est extrêmement grave parce que si vous savez très bien que vous ne pouvez pas vous mettre avec ce partenaire, même l'amour que vous portez pour lui va automatiquement se briser parce que vous savez pertinemment que ça ne peut pas se faire. On ne force pas ce qui est infaisable. Merci beaucoup. En tout cas, on est toujours dans un débat et puis ce n'est qu'une question de contradiction. On tente tant bien que mal d'avoir les différents points de vue. Vous aussi qui nous regardez certainement ce matin, laissez-nous vos commentaires et avis sur la question. Quel conseil, quel regard vous y jetez? Que direz-vous à cette dame? Tout de suite la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect aggravé du décret numéro 2000/359 du 5 décembre 2000 au ministère des Enseignements secondaires de ce pays. Comment comprendre cette violation flagrante des textes dans ce pays par les autorités administratives? Après la question de l'organisation des examens, après la polémique née de la mauvaise gestion des primes des enseignants, après les multiples polémiques nées au niveau de la situation, voilà une autre polémique qui va enflammer désormais le MINESEC et qui est prêt, on va le dire, à pousser les gens dans le désordre. On le sait jusqu'à ce jour, le ministère des Enseignements secondaires semble être calme, mais c'est une eau calme, mais très trouble, une eau calme, mais très profonde, une eau calme, mais très boueuse, un volcan à l'état endormi. Comment comprendre que l'État ne s'en tient plus à l'application des textes que lui-même a érigés pour chaque service et statut? Parcourons celui qui aborde la question de la carrière des enseignants pour comprendre de quoi on parle. Comment comprendre que depuis plusieurs années, on ne respecte plus le grade au ministère des Enseignements secondaires dans ce pays? Comment comprendre que les moins gradés sont promus à des postes de responsabilité au détriment des plus gradés qui doivent attendre vainement ou alors se plier aux multiples rituels exigés? Savez-vous qu'il est fréquent de voir de nos jours un instituteur de l'enseignement technique, ce qu'on appelle IET, un instituteur de l'enseignement technique, nommé chef de travaux, mieux surveillant général, censeur, parfois inspecteur pédagogique régional, du jamais vu dans ce pays, même si on invoque l'obsolescence de certains textes et certaines dispositions de loi. Le cas le plus illustratif est à l'extrême nord, au lycée de Salak, Maroua Salak plus précisément. Un instituteur de l'enseignement technique a été nommé censeur et plusieurs instituteurs de l'enseignement technique ont été promus inspecteurs pédagogiques dans certaines régions du pays au mépris des textes qui régissent la carrière des enseignants. Comment concevoir qu'un instituteur de l'enseignement technique soit nommé inspecteur pédagogique régional alors qu'il n'a jamais fait l'école normale supérieure? On va évoquer la question de l'ancienneté. Oui, c'est prévu d'après les textes qu'après 10 années d'ancienneté, vous pouvez postuler à ce poste. Mais seulement les réalités sur le terrain ne font pas véritablement preuve du respect de ces 10 ans. Parfois c'est 1 an, parfois c'est 2 ans, parfois c'est 3 ans sortis de l'école, ils sont nommés. D'autres sont allés jusqu'à invoquer la question de la compétence. Là, il faut mettre des points d'interrogation, mieux encore parler du caractère discrétionnaire de la nomination. Comment comprendre que ce type de personnes viennent inspecter et apprendre la pédagogie à un professeur de lycée ou collège? Au mieux, que dire d'un instituteur de l'enseignement technique nommé censeur qui contrôle et visera désormais le cahier de texte d'un cadre plus gradé que lui? N'y a-t-il pas lieu de voir que cette situation très accentuée de nos jours frustrerait bon nombre d'enseignants? Posons-nous les bonnes questions. Un instituteur de l'enseignement technique peut-il être nommé proviseur? La réponse, c'est non. Un instituteur de l'enseignement technique peut-il être promu directeur d'un CETIC? La réponse, c'est oui, parce que c'est prévu par les textes. Pourquoi donc faire le contraire? Entre guillemets, ne pas respecter les usages, les principes et usages. Que dire de la baisse du niveau scolaire observée aujourd'hui
qui serait sans doute lié à cette façon de positionner ou d'organiser, ou alors, on va le dire, d'installer des individus qui ne méritent pas à certains postes. Avant, il était possible, c'est-à-dire dans les années 1970-80, il était impossible de voir un moins gradé occuper un poste de responsabilité dans un établissement où il existe des plus gradés. Comment concevoir encore qu'un professeur de collège d'enseignement technique soit nommé proviseur d'un lycée alors qu'il n'a pas le grade requis pour ce poste? C'était comme si un assistant d'université soit nommé doyen ou encore un major nommé par exemple commandant de brigade. Un sergent ne saurait évaluer le colonel, c'est le plète, professeur de lycée d'enseignement technique, qui forme l'instituteur d'enseignement technique. Comment se retrouver à la fin à voir celui qu'on a formé au-dessus et sans accuser de ses 10 années d'expérience? Pire encore, pendant le déroulement des examens officiels ces derniers temps, on a eu à constater, à faire des constats alarmants. Oui, on a vu des moins gradés devenir chef de salle, chef de secrétariat, chargé de mission ou président du jury. Du jamais vu. Prenons l'exemple d'un lycée nouvellement créé, dont jadis CS, lorsque le directeur devient par exemple proviseur et le surveillant général censeur, qui parmi les enseignants est supposé passer au rang de surveillant général s'il n'y a pas de nouveau nommé? Question. Que dire d'un jeune plègue, professeur de lycée d'enseignement général, sorti de l'école, bombardé directeur au ministère, ou alors inspecteur pédagogique, censeur, etc. pendant que les indices 1000 sont dans la craie? Les prix sont connus pour être proviseur, directeur d'un CS, inspecteur pédagogique, censeur, surveillant général et même à la direction des examens et concours. On s'en plaint, on décrit, on crie, mais rien n'est fait. Bravo au tenant de la thèse selon laquelle le diplôme appartient à l'individu, tandis que la nomination est discrétionnaire et la fonction appartient à l'État. Sauf que nous sommes dans le domaine de l'enseignant, de l'enseignement autant pour moi. Et ce domaine a des normes qu'il faudrait respecter. Ce domaine a des principes qu'il faudrait appliquer. Mais dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi ne vit-on pas le même désordre dans la magistrature ou dans l'armée? Pourquoi est-ce que ce n'est que dans le corps de l'enseignement qu'on se retrouve à vivre cela? Pourquoi est-ce que le diplôme ou le grade ne sont pas les indicateurs très fiables et sûrs de la performance et des compétences? On ne respecte plus le grade, il suffit d'avoir un réseau bien huilé et on est promis un poste, peu importe le grade. Que dit Madame la ministre des Enseignements secondaires? Dans de nombreux lycées, vous avez des enseignants qui se refusent à faire corriger le texte par un surveillant général parce que non seulement il est sorti de l'école, ça fait 2 ans, mais en plus il n'a pas le grade. État de fait qui crée des sérieux problèmes dans les établissements scolaires où des lettres, des requêtes sont adressées chaque fois à Madame la ministre, mais hélas, que fait-elle? Elle prie. C'est vrai, les textes sont à décrier et sont obsolètes. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre? Tout simplement, il faudrait revoir, repenser non seulement les textes, mais sur le terrain, appliquer véritablement pour permettre à tous de se sentir à l'aise. C'est une colère signée Charles-Amel Mbachou ce matin, comme à l'accoutumée, et le regard qu'il porte encore sur cet arrêté du 5 décembre 2000 au sein du ministère de l'enseignement secondaire aujourd'hui est une réalité perceptible aujourd'hui au Cameroun. On a encore ce cas de ce jeune garçon sorti d'une école et très vite promu aujourd'hui chef de service au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et la question est de savoir qui est-il, comment est-il arrivé à ce stade-là, quel a été son cursus professionnel. Des questions assez importantes quand même, Charles-Amel. Merci infiniment pour la colère exprimée. Bonbon Bengan, je me retourne vers vous rapidement pour qu'ensemble on tente de comprendre qu'est-ce qui peut justifier qu'au Cameroun, que l'on soit moins qualifié au niveau du ministère des enseignements secondaires et qu'on soit promu à des postes, on va dire, qui sont au-dessus du grade, qui ne respectent pas l'ancienneté, parce que c'est 10 ans d'ancienneté pour être promu à un certain... Voilà. Comment peut-on comprendre que l'on soit dans ce mécanisme instauré, huilé, validé au sein du ministère des enseignements secondaires Bengal? C'est la politique de réseau. Simplement. Absolument. Et Charles-Amel a énoncé un principe là tout à l'heure. Le grade appartient à l'individu, le poste appartient à l'État. C'est comme ça qu'il le dit. Quand on vous le dit, malheureusement, non, je vous réponds, Charles-Amel, ça a même atteint la magistrature.
Il y en a qu'on a mis à la retraite il y a quelques ans justement parce que les moins gradés avaient occupé des postes qui les commandaient. Et vous avez également vu à l'ENAM. Donc, j'allais dire, la fonction publique a un texte général. Lorsqu'on a commencé à procéder à des textes particuliers, on n'a plus voulu intégrer les corps de ces corps-là, des corps sociaux qui encadrent l'enseignement. Ici, nous parlons du personnel de l'éducation nationale. Donc, les divers ordres d'enseignement, notamment les enseignements secondaires, primaires et maternels. Mais comment vous pouvez avoir enseigné quelqu'un? Vous êtes catégorie A2, vous êtes hors échelle. Vous avez enseigné un enfant qui est sorti de l'école normale supérieure il y a 5 ans, il vient être nommé proviseur, là où vous n'êtes même pas encore censeur. Voilà. Comment, et Charles Hamel a terminé, je vais dire, comment faire pour que tout le monde soit bien? Justement, ces textes font en sorte que tout le monde ne peut pas être bien. C'est ça la politique de réseau. Institué, huilé, encadré. Oui, c'est-à-dire que comment faire pour pêcher en eau trouble? Ou alors, si vous voulez, comment faire pour ne pas avoir une bonne lisibilité dans son profil de carrière? C'est là où nous sommes. Donc, le renouveau nous a plongé dans cette situation-là. Tu connais quelqu'un, tu peux passer. Tu ne connais personne, tu meurs là avec ta craie. C'est terminé. Mais tu vas profiter seulement des avancements. Tous les 2 ans, tu augmentes un indice. Tous les 2 ans, l'indice augmente, ainsi de suite. C'est tout. C'est lui qui a résolu. Donc, tu as tenu la main. Il a passé, tu l'as enseigné en seconde, en première, en terminale. Alors que tu emmènes. Or, toi, tu as le grand pape, tu es sorti de l'école normale supérieure, catégorie A2. Lui, il va faire la même école. Tu as une ancienneté de plus de 20 ans sur lui, mais il vient te commander. Comment tu vas te retrouver à cette situation-là? C'est alarmant, c'est pas bien. C'est des frustrations, comme disait Mais justement, parce que ce genre de texte particulier, on doit intégrer les syndicats dans leur élaboration. Parfaitement. On doit. Mais quand le décret qui vous fait ministre vous donne toutes les possibilités, pour toutes les potentialités, vous êtes omniprésent, omniscient, c'est-à-dire que vous avez la science infuse dès lors que vous bénéficiez de la faveur d'un décret. Bon, à ce moment-là, vous ne trouvez pas nécessaire de consulter vos collaborateurs dans l'élaboration de ces textes. Absence de syndicats, bon Bengan. Absence d'intégration des syndicats dans l'élaboration de ces textes. Ou encore même, les syndicats peuvent revendiquer sans être entendus. Ça, ils en ont fait, je peux citer Yamad Bekoko, Fouet Foué, Emmanuel Kamdem, je peux les citer, il y en a même. Donc, Mbela Mbapa avait mis à un moment donné à position 80. Vous savez ce que c'est la position 80? Très bien, voilà, c'est-à-dire que votre salaire est... Bon. Alors, Isabelle Carole Zoubet, ils sont revenus après. Lorsque vous écoutez la Colette ce matin, en toute honnêteté, vraiment, on va saluer encore ce matin le renouveau. Il dit le renouveau nous sert de très beaux plats. Et là, voilà encore un plat du renouveau, au cœur même du ministère de l'enseignement secondaire. Peut-être pas seulement à ce niveau, parce qu'il semblerait quand même que l'administration, globalement, soit grippée par la politique des réseaux. Isabelle Carole Zoubet. Je crois que ce qui se passe est à l'image de ce renouveau, et malheureusement, concernant justement ce domaine ou encore ce secteur des enseignements secondaires, aujourd'hui, on empêche les jeunes de rêver. Parce que si vous avez quelqu'un qui hier était votre maître ou encore votre professeur, 5 ans, 10 ans après, vous trouvez la même personne au même endroit en train de stagner, ben vous allez rêver de quoi? Parce que c'est eux également qui vous font rêver, parce que vous allez dire, ok, d'accord, je l'ai vu passer de tel poste, aujourd'hui, hier, il était censeur, aujourd'hui, il est proviseur. Comme quoi, c'est possible à travers l'enseignement de pouvoir bien gagner sa vie, de pouvoir avoir une carrière vraiment que vous méritez, ou alors la carrière justement qui va avec le domaine que vous avez choisi. Mais si vous passez votre temps des gens qui viennent à peine d'arriver, qui se retrouvent proviseurs, qui se retrouvent à la tête des universités, mais vous qui êtes là,
qui avait toujours cette craie, qui est toujours face aux élèves ou encore aux étudiants, ben ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de traiter tout le monde à sa juste valeur. Et justement, dans ce secteur qui est celui de l'éducation, ça décourage plus d'un à pouvoir s'investir dans ce métier. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, au Cameroun, l'enseignement n'est plus une vocation. L'enseignement, c'est une option, c'est un recours, juste, c'est un tremplin. On va chercher le matricule. Oui, c'est juste un tremplin. C'est-à-dire que même avec ce matricule, c'est juste pour se dire, ok, d'accord, même si c'est fait n'importe comment, au moins avec ça, je pourrais avoir le transport, je pourrais au moins payer une facture d'eau et d'électricité. Il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de motivation, tout simplement parce que ces idées ont tari à cause de ce qui a été mis en place comme système, de ce que si vous ne connaissez pas telle personne ou telle autre personne, vous passerez toute votre vie, vous ne serez jamais un recteur, vous passerez toute votre vie, vous ne serez jamais un doyen, vous passerez toute votre vie en train d'être à accompagner les autres, à voir ceux-là qui viennent à peine d'arriver, mais qui en un laps de temps se retrouvent à être à des postes plus juteux que Dire les autres simplement que qui sont devant. le renouveau a réussi finalement à tuer l'école. Tuer l'école, tuer l'espoir des jeunes, tuer l'avenir, tuer le rêve. Parce que chez un enseignant, c'est celui qui inspire. Parce que toute votre enfance ou encore à cette adolescence et tout, c'est lui qui vous encadre. Et c'est lui qui devrait vous inspirer. Un enseignant, c'est d'abord un modèle. C'est la personne que vous voyez à longueur de journée, que vous vous dites, j'aimerais être comme tel professeur, j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de discours est encore possible d'être tenu quand on sait tous les conditions exécrables dans lesquelles ces enseignants se retrouvent aujourd'hui, eux qui sont obligés de vendre des bords, de vous exiger à faire des photocopies, de vous exiger à faire ci ou ça, parce qu'ils ont besoin d'un peu de moyens pour pouvoir arrondir les fins de mois. On s'en souvient d'ailleurs de ces enseignants qui, dans certains CES, on parle encore des collèges d'enseignement secondaire ici au Cameroun et dans des zones un peu reculées, qui à la fois étaient, souvenez-vous, directeurs d'établissement, censeurs en même temps, enseignants par ailleurs, parce qu'ici, il y avait un gros souci d'effectifs et une fois, même pas d'économes dans certaines localités, c'est des réalités. Et tout ceci, bien évidemment, au cœur du ministère des enseignements secondaires, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Bonjour encore, bonjour à tous, bonjour à ceux et celles qui à l'instant nous retrouvent ce matin. Bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith. Nous sommes rentrés dans la seconde section de cette édition qui voudrait encore que nous tentons tant bien que mal de vous restituer le vrai visage du Cameroun aujourd'hui. Et on salue notamment nos nombreux téléspectateurs qui ce matin sont très nombreux à nous regarder sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook. Merci de rester fidèle à Equinox Télévision. Merci de toujours prendre, on dira, les choses du bon côté. Comment? Oui, la question je la posais à l'entame de l'émission. Oui, qu'est-ce qui peut expliquer que le Cameroun soit en train de basculer aux yeux des Camerounais, au vu aussi de tout le monde, et que ceci ne semble indigner personne? On a, oui, le week-end dernier vu en même temps ces enseignants, ces politologues, ces acteurs d'une politique mise en place par le renouveau qui ont écumé les plateaux de télévision le week-end dernier pour parler tribalisme, pour montrer en même temps que la marche de Genève était une marche initiée par des communautés et non par des Camerounais. Au point où, sur notre antenne hier, sur les antennes Radio Equinox, à travers l'émission On refait le Cameroun, présenté tous les matins entre 6h et 9h par Eric Fopossi, nous avons eu Patrick, le docteur Rifoé, qui d'ailleurs était mandataire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, hier arrivé sur le plateau pour avoir appris en même temps, pour avoir pris connaissance d'un autre invité qui n'était personne autre que Calibro camerounais, a choisi bien sûr de quitter le plateau avec des propos inacceptables. Nous avons décidé ce matin, madame, messieurs, tout à l'heure dans une analyse parfaitement froide de Mbombo Mbengan sur la question et Charlemagne Bathiou, pourquoi pas le reste également. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'on soit en train de basculer de la sorte sans pour autant se réveiller? Est-ce que le Cameroun est en chemin pour un génocide? Qu'est-ce qui peut expliquer que l'on soit muet devant ces situations? Question, les réponses, on les attend. Et on va certainement poursuivre avec vous, Dominique Audrey, sur la question portée ce matin dans la colère exprimée par Charlemagne Bathiou. Le décret du 5 décembre 2000, pourquoi créer tant de frustration au cœur ou au corps, dans le corps de l'enseignement au Cameroun aujourd'hui, consciemment? Le renouveau nous sert quoi là?
Un plat sans arôme, sans épices. Une question, le décret d'application a déjà été... Tout est déjà prêt. On a créé des statuts particuliers, des statuts. Parce qu'en 2018, au mois de février, on avait déjà des enseignants qui étaient sortis pour revendiquer. Ils étaient une centaine, 20 000 enseignants qui se plaignaient de n'avoir pas de salaire. Et la deuxième revendication, c'était justement l'application de cette loi du 5 décembre 2000, de l'année 2000. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé, on est astreint de reconnaître que l'enseignement, c'est tout sauf une priorité chez nous. Parce que en signant ce décret, le président a bien mentionné que le rôle de l'enseignement, de l'enseignement de l'éducation nationale, c'est justement de préparer les citoyens à être des intellectuels, à les préparer à entrer dans le monde extérieur, un monde concurrentiel, de préparer les jeunes, de leur donner de la matière en termes de culture et d'intellect, de politique et autres. Mais malheureusement, si les personnes qui sont chargées d'inculquer ces connaissances-là ne sont pas mises à niveau, n'ont pas les conditions requises pour pouvoir transmettre le savoir-faire et le savoir-être, comme ça Amel aime bien le dire, malheureusement, on sera avec des enseignants qui vont déserter. Aujourd'hui, les statistiques présentent un nombre déficitaire d'enseignants au niveau de nos différents établissements scolaires. C'est grave, ça fait peur, c'est ahurissant de se rendre compte que ces personnes qui ont ce qu'on appelle malheureusement ou heureusement la vocation de transmettre les savoirs ont décidé d'aller faire le bensikin, ont décidé d'aller enseigner à l'étranger ou bien se sont reconvertis à autre chose. Pourquoi? Pour la simple et malheureuse raison qu'ils sont marginalisés, ils sont ridiculisés, amoindris, dévalorisés. Ils ne valent même pas un clou aux yeux de la République. Et c'est triste, c'est dommage. Prenez le cahier ou bien interrogez un jeune élève d'un lycée. Posez-lui une question, vraiment une question bête, n'importe quelle question. La réponse qu'il va vous donner va vous faire tomber des nues. Vous allez tomber des nues. Ça dépend de la question. Parce que posez-lui une question sur peut-être les enseignements qu'ils ont reçus, les enseignements qu'ils reçoivent. Ils ne sont même pas assidus. D'abord, il faut remettre en question le contenu des enseignements aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de le reconnaître. Les enseignements qu'on donne sont au rabais. Ne demandez pas à quelqu'un de se démerder, de se donner totalement, alors qu'en face, il n'a même pas un simple retour d'investissement. Il fera rapidement et il va aller faire ses vacations. Il va venir, il va se débarrasser de vous et il va aller faire ses vacations là où il sera rémunéré. Parce que ça ne lui sert à rien de se donner ici. Donc, on a malheureusement des enseignants aujourd'hui qui ont décidé de faire simplement parce qu'il faut avoir de quoi remplir son plat le soir. Mais ce n'est plus l'amour du métier qui les encadre. Donc, on va dire que depuis 2018 que madame est là, à la tête de ce ministère, déjà qu'avant ça n'allait pas, aujourd'hui, on est en train de descendre plus bas que terre, malheureusement. Et elle ne fait rien, elle ne bouge pas de son siège, elle ne fait absolument rien. Peut-être on s'attend à ce qu'il y ait un autre soulèvement, il y a un soulèvement encore d'enseignants pour pouvoir prendre la situation à bras le corps, mais ça ne doit plus perdurer. D'aucuns, le professeur Evuna va vous dire que lui, par exemple, il n'est pas pour des revendications qui font qu'on punisse les enfants, mais moi je vous dirais qu'il faut suspendre la craie pour se faire entendre, même si les enfants vont en pâtir, c'est un sacrifice qui va permettre d'aider les générations qui viendront après. On suspend la craie pour se faire entendre, et si les choses ne changent pas, eh bien, tout le monde va devoir en souffrir. On l'entend très bien, Dominique Audrey, même si aujourd'hui on va quand même reconnaître qu'il y a trop de frustration dans ce corps. Naturellement, à travers des nominations à la tête chercheuse, disons-le ainsi, qui ne justifie véritablement pas le respect de ce texte Charles Membachou. Que faire pour qu'aujourd'hui, Paul Biya, de son siège, puisse respecter, interpeller la ministre des Enseignements secondaires à lui faire un compte rendu sur le non-respect aggravé de cet arrêté justement du 5 décembre 2000, de ce décret du 5 décembre 2000. Monsieur Michel Ngachou, vous savez, le Cameroun depuis bientôt 20 ans s'est inscrit à l'école de la fainéantise.
On nomme le cancre, on appuie l'intellectuel, on appuie le capé. Vous arrivez dans une entreprise, ça ne pas de vous avez, j'ai dit ça du 20 ans, je vous dis qu'on remonte, non, j'ai dit 20 ans, non. Depuis l'entrée non, monsieur, non, monsieur Michel Ngachou, je vous dis non. Monsieur Michel Ngachou, le Cameroun n'avait pas de docteurs, qu'on avait des routes bien faites. Le Cameroun n'avait pas de docteurs, n'avait pas de gars qui ont fait de longues études, des professeurs, qu'on avait de bons matériaux sur le marché, qu'on réussissait à avoir, on avait des réussites scolaires, des bourses. On respectait les plans quinquennaux. Avec même les phrases de Aïdjo a dit va, moi aussi je vais. Voilà. Mais nous on arrive à Monsieur Michel Ngachou, que nous ayons toutes ces intellectuels et qu'on ne va nulle part. Oh, c'est la cancritude. Nous sommes au règne, sous le règne de la cancritude. C'est-à-dire sous le règne de la cancritude. C'est le cancre qui domine, monsieur Michel Ngachou. Ah bon? Oui, je vous le dis. C'est ce qu'il faut retenir. Je dis, nous sommes sous le règne de la cancritude. C'est ce qu'on vit. Donc, le poisson qui pourrit pas la tête, c'est grave. Nous sommes sous le règne de la cancritude. C'est le cancre qui règne, monsieur Michel Ngachou. N'ayons pas peur de le dire. Les gens qui sont capés, les gens qui ont des compétences sont mis à côté et on élève le cancre pour qu'il mate celui qui maîtrise. Allez dans les formations, vous allez vous rendre compte. Monsieur Michel, oui, allez-y. Vous me permettez de vous couper la chambre. Je vous en prie. Monsieur Michel Ngachou, avant de vous couper, imaginez-vous qu'une major d'un hôpital soit nommé ministre de la Santé ou délégué régional. Vous voyez? C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Je voudrais quand même également faire la petite mention que lorsque vous parlez de cancritude, j'ai vu des Camerounais, j'ai lu des Camerounais, c'est vrai que chacun est libre d'exprimer ce qu'il veut, sur Maurice Kamto, de son rang, de son expérience, de tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. Je vois des gens justement faire des comparaisons. On peut comprendre justement qu'il y ait les cancres qui dominent et que ceux qui sont excellents, c'est ceux qu'on appuie. Monsieur Michel Ngachou, comment arrive-t-on à ces affaires de licence professionnelle, doctorat professionnel, master professionnel, où les gens restent dans leur bureau? Vous avez suivi toute cette actualité à cette période. Absolument. Où on payait 1 million, 2 millions pour avoir des doctorats professionnels et les gars disaient qu'ils devaient descendre à la rue. C'est des gens. Voilà ce pays, monsieur Michel Ngachou. Et défendu justement par des intellectuels de ce pays. Voilà. Dites-moi, monsieur Michel, comment est-ce qu'un instituteur de l'enseignement technique, IET, soit nommé inspecteur pédagogique régional alors qu'il n'est jamais passé par l'école? C'est pas l'école normale. C'est ce que les textes disent. Ces textes-là, monsieur Sodekre le dit. Comment est-ce qu'il va venir corriger la copie? Comment va-t-il venir apprendre, inspecter et apprendre la pédagogie à un professeur de lycée et collège? Il va passer comment? Alors qu'il n'a pas 10 années d'expérience. Respectons la base de 10 ans. Il y a des personnes qui m'ont fait comprendre que non, il y a le principe de la formation continue où il peut sortir instituteur d'enseignement technique et il n'est pas encore à l'école, il continue. Mais je dis attention, il faudrait qu'il revienne, qu'on le reclasse. Il y a toute une procédure à suivre. N'invoquez pas des histoires pour démontrer que vraiment l'irraisonnable, monsieur Michel Ngachou. Ça veut dire que le Cameroun est en désordre dans le Chalamel. Voilà comment nous fonctionnons. Vous avez dans des établissements scolaires des professeurs qui ont refusé de se plier à cela. Et c'est le cas de l'extrême nord. Je peux vous dire qu'à la rentrée scolaire prochaine, monsieur Michel Ngachou, à l'extrême nord, je parle à l'extrême nord, on nous regarde là-bas. À l'extrême nord, beaucoup d'enseignants préfèrent acheter les motos. Ils ont dit on n'accepte pas ça. Mais monsieur Michel, vous imaginez que vous avez un niveau et celui qui vient vous prendre, celui qui va venir vous enseigner, qui va venir vous commander, parlons comme au quartier. C'est le cas de monsieur Michel Ngachou. Le gars dit je ne peux pas accepter ça. Beaucoup traversent, ils vont enseigner au Nigeria, ils vont au Gabon, ils vont au Niger. Les gars préfèrent fuir que de rester et subir cela. Vous arrivez dans une salle, vous arrivez aux examens, monsieur Michel Ngachou. Le chef de salle, c'est un instituteur d'enseignement technique devant des plaies qui ont les 20 ans, comme disait Bobo. Chef de secrétariat, mais allez voir. Vous travaillez dans quelle ambiance? Vous travaillez comment? C'est là où je vous dis, nous sommes arrivés dans le règne de la cancriture. Et pire encore, c'est vous qui faites tout le boulot parce que celui qui a ce poste-là, celui qui est au-dessus de vous, il n'a pas les compétences. Donc c'est toujours vous qui est en train d'embêter pour vous dire, j'ai besoin que vous fassiez tel rapport, j'ai besoin que vous alliez dans telle mission, j'ai besoin que vous fassiez ci ou fassiez, parce que lui, il n'a pas le niveau pour pouvoir le faire. Donc lui, il est payé, mais c'est vous qui vous tapez tout son boulot. Voilà. Vraiment, et vous voyez, à l'époque de feu Adamoun Damdioya, il lui est arrivé en tant que ministre
et ça je tiens un coup de chapeau, je lui rends hommage, d'abandonner son bureau pour descendre, M. Michel Ngatou, faire un tour dans l'établissement scolaire pour vérifier et tout. Vous avez vu à quel niveau l'école se trouvait. Je vais vous dire que c'est là où il y a eu le déclin du Noun. Est-ce que ça... Avec la colle, c'est là où il y a eu le déclin du Noun. Je m'en vais continuer. Vous avez eu le ministre Charles Toundi. Je peux encore le citer ici, M. Michel Ngatou, qui à des moments abandonné son bureau pour descendre encore à l'école. Il arrivait parfois, il supprime le professeur, dit monsieur, mettez-vous dehors, il prend la clé. Il commence à expliquer, le ministre est en train de faire, il explique, M. Michel Ngatou. Quand il finit, il dit c'est une passion, c'est un sacerdoce, M. Michel Ngatou. On n'a jamais vu ça à son système. Quelle est cette histoire où on va se retrouver à c'est l'enseignement, M. Michel, c'est l'éducation. On est censé donner quelque chose. Si vous ne parvenez pas, vous êtes instituteur, vous arrivez à corriger la copie d'un plaque. Ça se passe comment même? Je veux comprendre. C'est tout comme le jeune journaliste qui arrive quand même dans une rédaction aujourd'hui et qui ne soit pas tenu par les plus anciens. C'est un sérieux problème. C'est tout comme le jeune journaliste qui arrive aujourd'hui qui ne sait pas tenir, on va dire, le stylo, qui ne sait pas ce que c'est qu'une attaque, qui ne sait pas ce que c'est que, on va dire, recouper l'information, la critique justement des sources, etc. Et venir être le rédacteur en chef au-dessus de ceux qui ont 20 ans quand même. C'est incroyable. Mais est-ce qu'on ne va pas dire véritablement que Paul Biya, lorsqu'il prend les fonctions en 82, fait savoir au peuple camerounais qu'il va appliquer véritablement la rigueur et la moralisation. Rigueur et moralisation, sommes-nous dans le règne justement de la cancritude qui n'exprime que le contraire de cette rigueur et moralisation, Jules Borbengal? D'abord, ces mots ne sont pas de lui. Rigueur et moralisation sont les mots d'emprunt. Oui, d'Aïdjo. Ouais. Il les a prononcés, c'était le 12 février 1980, au congrès de l'UNC à Bafoussam. C'était le congrès de la maîtrise. Bon, il parlait de maîtrise de situation économique. Quand il le transmet, donc, c'était la continuité du 5e plan quinquennal. Oui. Donc, il fallait le mettre. Mais justement, on s'est embourbé parce que, premièrement, le président de la République actuelle n'était pas militant. Il occupait les postes politiques du fait qu'il avait un poste administratif, secrétaire général, ministre, premier ministre. C'est pour cela qu'il n'était pas militant comme les autres, Ndam Joya dont il parle, les Singapour, les autres, Emma Basile, Aïssi Vodor, Samuel Bois. Eux, ils étaient des militants. Lui, il n'était pas militant, il était purement administratif. Donc, en réalité, là où les décisions politiques se prenaient, il n'était pas là. La preuve, c'est le 2 février, lorsqu'Aïdjo rentre de France, qu'il le copte comme membre du bureau du comité central et du bureau politique de l'UNC. Et il fait de lui le vice-président et en remplacement même de John Goufoncha. Donc, la preuve même sur le plan politique, quelques temps seulement après, il y a eu un problème. Aïdjo doit tenir une réunion conseil général de l'UNC qui doit arriver le premier. C'est une réunion du parti. Donc, en principe, c'est Aïdjo qui devait arriver en dernier. On demande à bien, non, n'acceptez pas. Ils sont là et les bisbilles ont commencé. Malheureusement, ça nous a foutu en l'air. Merci. Donc, en fait, le président Biya, il a laissé faire précisément parce que non, c'est l'esprit Monga a dit qu'il n'avait pas une bonne maîtrise des affaires. Malheureusement. Et c'est ce que nous vivons sous le règne, mesdames, messieurs, du renouveau aujourd'hui. Le renouveau nous aura servi des plats assez différents, des plats qui peuvent avoir des saveurs particulières. Oui, particulières. Je perds mon latin parce que c'est ça aussi le renouveau, qui me pose parfois appeler le latin. Je suis à la main en 30 secondes. Vous avez un ajout? Oui, monsieur Michel Ngatou, poursuivez. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que ça va même dans l'enseignement supérieur. Je reviens vers vous parce que tout à l'heure, vous avez abordé la question de quelqu'un qui a été nommé, d'un jeune garçon qui a été nommé, ils sont en train de faire la une sur les réseaux sociaux, oui, qui a été nommé parce qu'il est le neveu, je pense bien le neveu d'un ministre. D'un ministre, le ministre justement en charge de l'enseignement supérieur. Info ou Intox, on le rattache au ministre de l'enseignement supérieur. Absolument. Info Intox, on le rattache. Ça, la MEL, moi, je ne citerai pas non, ils sont pleins. Ils sont chargés de cours et on les nomme chefs de département dans cette matière, alors qu'il y a des professeurs agrégés là, mais lui, il n'est que chargé de cours, mais les chefs de département vous avez compris. Donc, si les enseignants... Ça crée cette année, c'était alors grave, parce que M. Michel Ngatou, je vais vous dire, est-ce que vous savez que cette année, lorsqu'on attrapait un enfant avec le bord,
On ne convoquait pas l'enfant, on fait arrêter l'enfant, interpeller l'enfant, il passe quelques 2 ou 3 jours, on le libère, il paie l'examen. Mais le chef de celle est convoqué à Yaoundé, il va venir répondre des faits. Comment est-ce que cet enfant fait pour entrer? Parfois, c'est avec tout le monde, vous vous déplacez pour aller à Yaoundé et à vos frères. Et parfois, vous arrivez, on ne vous reçoit pas. On a touché le fond dans ce pays. Il faudrait qu'on essaye de retrouver nos lettres de noblesse, que ce soit dans l'enseignement supérieur, que ce soit contre le phénomène de cancritude, qu'on tue cette gangrène qui est en train de prendre des proportions. Et si on est déjà à moins à 4700 et poussières de déficit en termes d'enseignants dans l'extrême nord. Dans le nord, disons le nord, le septentrion en lui-même, on a 4700 et poussières. Ça sera comment avec ces dernières nominations où on envoie des moins gradés comme les inspecteurs régionaux qui vont devoir corriger le travail de leur... Prenons la peine de lire quelques messages quand même, Isabelle Carrozopet, ce matin pour tous ceux qui nous regardent et qui nous laissent leurs avis et commentaires. Réaction SMS, bonjour à vous le plateau. L'enseignement au Cameroun, c'est du n'importe quoi avec tout ce que je viens d'entendre. Là, vraiment, il me faut changer d'option. Barracuda depuis la ville de Mbanga qui signe cette réaction. Ils songeaient de devenir enseignants. Forcément, c'est ce que ça signifie. C'est dommage. Non, mais il ne faut pas abandonner non plus. Autre message. Mon oncle a cru à son pasteur. Il a enterré 11 enfants. Un est vivant et dépense en moyenne 2 à 4 poches de sang par mois et une batterie d'anti-inflammatoires et anémie. Essayez de revoir vos arguments sur le plateau. Je suis médecin généraliste Arnaud du district de santé de Sancho. Voilà. Vous voyez? Mais en tant que médecin, vous devriez dire qu'il y a des chances d'avoir des enfants normaux. Et la définition du mot avis, du mot opinion, signifie qu'elle est propre à une personne. On ne pourra pas discuter le médecin quand même qui a ses avis. Écoutez, c'est pas une 4 parole. poches de sang, 4 poches de sang et c'est peut-être pas Une batterie d'anti-inflammatoire. d'anti-inflammatoire. Tous les jours, il a perdu 10 enfants sur les 11. C'est assez grave quand même. Donc il est préférable, il est mieux de le dire. Vous êtes dans ces conditions, c'est dur, mais séparez-vous. C'est important. Bonjour à tous sur le plateau. Concernant l'histoire du jour, la dame ou le couple sait ce qu'il y a à faire, mais ils voient leur face à la réalité. Ils ont fait l'erreur à ne pas faire des examens au départ. Ils l'ont fait cette fois-ci et voilà le résultat. Donc pour moi, au lieu de souffrir dans le mariage, qui devrait être la quête de la joie et aussi faire souffrir les progénitures et avoir dans la conscience la culpabilité, mieux mettre terme à cette relation. C'est difficile, mais il faudra le faire. Ils savent que c'est la meilleure option. L'option 2, c'est maintenant... Nul n'est au-dessus de la nature. Master depuis Yaoundé. Si vous voulez rester avec l'homme et que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, il peut se chercher une autre partenaire et vous optez donc pour la polygamie. C'est toujours la recherche du bonheur. Non. Alors, Mais c'est comme être donc avec une femme, vous savez qu'elle ne peut pas vous faire des enfants. Mais vous restez quand même. Pour lui, la vôtre finalement. Non, pourquoi? C'est encourager l'infidélité parce que vous dites la femme va aller chercher monsieur, pour le bonheur, Dominique valide la polygamie. Vous vous rendez compte? Alors que non. Mais parce qu'elle aime cet homme, les deux, visiblement, s'ils en sont arrivés au point où ils se disent qu'on va cacher aux familles, ça veut dire qu'ils s'aiment au-delà d'avoir des enfants. Dans ce cas, la polygamie peut être une option. Vous restez avec votre mari, mais vous ne faites pas d'enfants. Et il peut avoir des enfants avec une autre femme. On poursuit. Les messages. Merci. Voilà. Bonjour sur le plateau. Vous n'avez aucune idée de l'enfer que vivent les familles des Drépano. Vous n'avez plus de vie, à mon avis. Il vaudrait mieux qu'elle annule le mariage que de passer sa vie à l'hôpital. Annie depuis Yaoundé qui signe cette réaction. Je voudrais par ailleurs saluer ici un médecin issu de la pharmacopée traditionnelle à Yaoundé, le docteur Nithieu, qui a mis au point un médicament, souvenez-vous, le Drépanovax, qui permettait quand même de donner des solutions à ces Camerounais drépanocytaires et qui étaient malades. Voilà. C'est bien, merci. Merci, Doc. Vous parlez seulement de la baisse des capacités. C'est dû au recours aux moyens de survie. Un enseignant qui fait son business a-t-il le temps des élèves? Il puise juste un verre d'eau dans la mer. Le système chinois a édifié l'enseignement. On produit ce qu'on paye. Si vous avez un salaire bas... Mais ça veut dire que c'est parce que l'enseignant ne trouve pas son compte. Voilà, justement, on l'a réduit à la mendicité. Oui. Pour moi, je conseille à la dame de quitter cette relation. Si tout possible, avoir un enfant drépanocytaire est un malheur à vie, ce qui signifie qu'ils n'auront jamais un moment de repos, surtout financièrement. Mieux vaut prévenir que guérir. Yvonne depuis Grand Hangar qui signe cette réaction. Autre message...
Bonjour à vous. Juste dire à la dame de laisser tomber. J'ai vu ma collègue faire ses 2 enfants drépanocytaires avec 25% de chance. Donc, vraiment, cessez de mal conseiller cette dame. Voilà. On va marquer une pause. Hein. On ira saluer Constilamine. Ce matin, on parle bien évidemment de 1000 ayant tapis. Il est avec nous ce matin, comme à l'accoutumée. On tentera dans un court instant, bien sûr, madame, monsieur, de l'entendre sur ces questions et surtout sur ces offres, comme c'est le cas chaque matin. Constilamine, bonjour. Alors, bonjour Michel Gatou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Et parmi ces partenaires, il est important de leur rappeler qu'il est toujours bien de choisir le concept Salaka. Alors ce matin, je rappelle que la triple réduction continue bel et bien jusqu'au 31 juillet du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Donc jusqu'à la fin du mois de juillet 2021, vous avez la possibilité d'acheter des articles tout en recevant une véritable triple réduction. Et quand on parle de la triple réduction, ça veut dire tout simplement qu'un article a connu une promotion, elle a connu une double réduction et maintenant cet article-là connaît une triple réduction du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, en face le palais d'Ika. C'est dans ce magasin que vous avez des articles à des prix les plus bas et nos articles sont arrosés de plusieurs mois de garantie. Le temps de rappeler également que le concept Salaka ne dépend pas d'un article, nous le remplaçons. C'est ça la particularité du concept Salaka. Vous achetez un article dans notre concept, dans notre magasin. Quand il y a un problème, revenez avec l'article au magasin 1001 tapis. Nous allons le remplacer. Nous allons tout de suite commencer par la première vente de cette journée. Ce sont des tapis de décoration. C'est des tapis de très très bonne qualité. Oui, c'est des tapis qui sont véritables, qui sont en triple réduction. Le prix s'affiche à l'instant à l'écran. Vous allez voir sur les affiches, il y a 3 prix. Il y a 2 prix qui ont été barrés. Le prix qui est en rouge est le prix de la triple réduction du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika. On parle également bien sûr d'un fer à vapeur. Oui, plus besoin de demander les fers à vapeur aux voisins, plus besoin de porter les vêtements froissés. Pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins. Point virgule, parce que le concept Salaka vend les fers à vapeur neufs dans le carton. Vous les avez à 6500 francs. Un fer à vapeur tel que vous le voyez à la télévision, vous l'avez à 6500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis jusqu'à la fin du mois de juillet 2021. Nous restons toujours dans la promotion, dans la triple réduction pour parler des ordinateurs. La rentrée scolaire, c'est dans quelques mois. Les établissements, les parents, les élèves, les étudiants, les particuliers, voici les ordinateurs de bureau. Voici les ordinateurs de qualité. Regardez le prix qui s'affiche à l'écran. Un ordinateur complet, un ordinateur de qualité. Vous l'avez à 43 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Pour le compte de cette triple réduction, il n'y a que le concept Salaka qui vous permet d'acheter un ordinateur complet à 43 000 francs. Nous restons toujours dans la triple réduction pour parler cette fois-ci de cet appareil de musique, de ce baffle musical. Il est mobile, il est transportable facilement, il est rechargeable, il est moins encombrant. C'est un baffle musical de très très bonne qualité. Ailleurs, vous le retrouverez à plus de 25 000. Au concept Salaka, en ce moment, en triple réduction, vous l'avez à 12 500 francs. Votre baffle musical, ça le Bluetooth, ça la radio Equinox, ça prend la clé USB, ça prend le micro. C'est un baffle musical de très bonne qualité. Vous l'avez à 12 500 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est en face le palais d'Ika et nulle part ailleurs. Nous livrons dans tout le Cameroun. Vous êtes à Garoua, en Golomandouka, en Balmayo. Vous avez besoin d'un baffle musical, alors appelez directement et passez votre commande. On parle également d'un grand robot mixeur de bol. Ce robot mixeur a la particularité, le bol à eau à 6 lames, le bol à sec à 4 lames. C'est un robot mixeur doté d'un passoire. C'est un robot mixeur de très bonne qualité. Il est nyanga, il est stylé, il est élégant. Oh là 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 là. Il vous donne l'envie de l'avoir à la maison. Vous l'avez à 21 500 francs. Ce magnifique robot mixeur de bol du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika.
Courez dès à présent, on attendait pour la fin de la triple réduction. Mototenye Sengalemba, Bignon Alande Tatan au magasin 1001 tapis. Et n'est pas ça à quoi? Au thème de notre promotion, il y a Boam, Robot Mixeur 21 500. La suite nous conduit à des rallonges. Et quand on parle bien sûr des rallonges, ce sont ces appareils, c'est-à-dire c'est cet élément-là qui permet d'alimenter nos appareils. Vous les avez à 5000, une rallonge neuve. Avec 6 sorties, vous l'avez à 5000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Les régulateurs de tension numérique. Je n'ai pas dit régulateurs de tension analogique, j'ai dit des régulateurs de tension numérique. Vous les avez à partir de 14 500 francs. Regardez la beauté de ce régulateur de tension. Regardez le prix de promotion. Regardez le prix de la triple réduction. Vous l'avez à partir de 14 500. Un régulateur de tension numérique en face le palais d'Ika, c'est à Douala au Cameroun. On parle également d'un woofer. Pour ceux qui ont besoin d'un appareil un peu plus costaud. Pour ceux qui ont besoin d'un woofer qui a 3 baffles, vous l'avez à 34 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est à Aqua en plein cœur de Douala. On reste toujours dans la promotion des laptops à 78 000. Un laptop de qualité, un laptop d'origine corde audio. Vous l'avez à 78 000. Des baffles musicaux, un baffle musical à 12 500. Nous insistons sur les baffles parce qu'on aimerait que chacun puisse écouter la radio Equinox à la maison. Vous êtes au village, vous êtes en campagne, vous êtes en ville. Voici le baffle musical à 12 500 au magasin 1001 tapis. Nous restons toujours dans les robots mixeurs. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, vous les avez à 16 500. Un grand robot mixeur 2 balles au magasin 1001 tapis. Les imprimantes de qualité 3 en 1 à 52 000. On parle également des détendeurs intelligents IGT. Vous les avez à 11 000 francs, sans les fer à vapeur à 6 500. Tous ces articles-là, c'est au magasin 1001 tapis, en face le palais d'Ika, avec le concept Salaka. Bien sûr, et concilier chaque matin en même temps. Merci infiniment pour ce passage sur notre antenne. Merci encore de nous informer sur ces nombreux articles. Poursuivons l'émission, madame, monsieur, ce matin avec la revue des réseaux sociaux signée bien sûr par Isabelle Carozeped. Mais avant, une question, effectivement, nous la posons depuis longtemps de l'émission. Je voudrais reprendre avec vous cette sortie de l'ancien bâtonnier Maître Yondoblak qui, dans une tribune, dit ceci. Il y a une tribu qu'on ne retrouve que dans le RDPC depuis des lustres. Ils ne votent que le RDPC si on s'en tient au résultat officiel des élections, c'est-à-dire toujours 100% chez eux. Personne ne voit cela, c'est normal. Mais pour peu que Kamto devienne le premier Bamileke candidat à la présidentielle à avoir traversé le seuil de 5% de voix à l'ouest, les Bamileke deviennent des tribalistes. Et ça va se chanter partout. Malheureusement, des totos, dit bien sûr l'ancien bâtonnier, croient en ce relais, en ça, relais la bêtise. Ces mêmes totos oublient que 5 Bamileke étaient candidats sur 16 à la présidentielle de 2011 et leur voix cumulée n'atteignait pas 5%. Signe Maître Yondoblak, qui s'indigne en même temps de l'attitude des uns des autres aujourd'hui à tribaliser tout ce qui est aujourd'hui politique. Bon, Bengan, on a très bien annoncé, il y a lieu de faire une analyse froide quand même là-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans le sérail, dans le système? Qu'est-ce qui peut justifier, on va dire, le fait que le régime en place fait tout pour diviser les Camerounais et toujours brandir l'aspect tribal aujourd'hui? C'est un héritage colonial français. Un héritage. Je pense que la première fois que cela est mis en évidence, c'était le 12 décembre 1951 à Kumba, par Oumniobel lui-même, d'un discours. Il a dit qu'on dresse tribu contre tribu en faisant croire aux uns qu'ils sont ceci et aux autres c'est ça. On dresse intellectuels contre chefs traditionnels en faisant croire aux uns que c'est eux qui vont remplacer les blancs et aux autres qui détiennent le pouvoir traditionnel. Et Oum avait précisé en disant que le colonisateur ne tient à compte de l'intelligence de l'homme nègre. Il veut profiter de la souffrance de tous pour son profit personnel. Voilà ce que Ouma dit le 12 décembre 1951 à Kumba, au cours d'une réunion de comité directeur. Et il a d'ailleurs, le Premier ministre, il devait dire ça, c'est vérifié plus tard par le discours du Premier ministre André-Marie Mbida. C'était le 9 novembre 1957 à Boumiébel. Il a traité les Bassa de bêtes sauvages, donc il viendra
dératisé. Je parle bien d'André Marimbi-Bida le 9 novembre 1957 à Boumiébé. Il a dit, vous êtes des bêtes sauvages, vous avez attendu quelqu'un d'autre, vous l'avez suivi. En fait, à ce moment-là, effectivement, le débat tribal était cela. Donc, après le discours de Ouma, on a contraint le chef supérieur de Koumzé, qui était Ndjoumessi Mathias, qui était le premier président de l'Union des populations du Cameroun, à démissionner du PC et à se rallier. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Parce que j'ai aussi eu ça avec certains historiens qui ne nous aident pas beaucoup, qui restent dans cet intellectualisme-là, qui ne nous donnera pas. En fait, comment je vais dire, le président de Koumzé, Ndjoumessi Mathias, n'a pas trahi la cause nationaliste. C'est Ndjoumessi Mathias qui a laissé son fils, Kingé Abel. Kingé Abel, en fait, s'appelle Kameni. Mais on avait raté le nom de son état civil parce qu'on a dit, il a mis Kameni. Et c'est sur la base de problèmes tactiques qu'il le confie donc à Moumié, qui était le vice-président après le congrès de 50. Il le confie. Et également Ernest Wandier, c'est des Paulins. Parce que lui, il fallait aller montrer, faire par blanche, négocier pour que justement ce que prônait l'UPC, c'est-à-dire la négociation des royautés dans leur intégration dans la République. Comment vous pouvez avoir les chefs par-ci, les fonds par-là, les Mbombok par-ci, comment ils vont intégrer la République? Donc en fait, c'était ça. Au-delà, Bengal. Au-delà, on a envie de savoir. Je vous parle du Balim, c'est à ce moment donc on commence à dire le pays Bamileke, le pays Bassa, ils sont contre l'évolution du pays. Ils vous amènent à l'indépendance alors que les Camerounais ne sont même pas à mesure de fabriquer une bûchette d'allumettes. Incroyable. Donc on a donc pris ces deux peuples, le peuple Bassa, le peuple Bamileke, en les vouant aux gémonies. Et c'est justement pour cette raison que eux donc qui avaient réussi à porter la cause nationale partout, non seulement dans tout le pays francophone, mais également dans zone anglophone et dans le reste du monde. Parce que n'oubliez pas qu'à cette période-là, c'est Moumié, le président de l'UPC, interdit au Cameroun, qui présidait les réunions des pays des non-alignés, alors qu'il y avait les Sékou Touré, les Nasser est-ce qu'on ne devrait pas avoir peur, le président Tito. Mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir peur? Parce qu'on s'en souvient de ce qu'on a baptisé à un moment donné le génocide de Bamileke. Nous devons pas. Est-ce qu'on n'a pas peur qu'à travers des outils de propagande, notamment les médias, que même le Conseil national de la communication ne se soit pas levé pour dire attention, quelque chose de dangereux est en train d'arriver? Lorsque vous laissez des gens sur vos plateaux de radio et télévision avoir des propos tendancieux, c'est une communauté connue des X, une communauté Bamileke, et tous sur des plateaux de télévision, et que le CNC ne s'en indigne pas. Mbomo Bengal, est-ce qu'on ne peut pas dire justement ici qu'il y a complicité de l'État dans ce qui est en train de se passer et une préparation, si jamais rien n'est fait au plus vite, d'un génocide qui pourra arriver, comme c'est fait le cas au Rwanda? Moi, je ne sais pas le rôle que devraient jouer les médias, mais je connais le rôle que doivent jouer les intellectuels et les leaders d'opinion. Ils peuvent le faire dans les médias et hors des médias. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Et justement, c'est parce que cette campagne que les Moumiés ont menée à l'époque, pourquoi ça a porté avec nous, qui n'avions même pas atteint le niveau de cours élémentaires première année? Précisément parce qu'ils étaient proches du peuple. Et il avait le discours juste pour porter la cause nationale. Et je vous ai dit, je ne sais pas, hier ou avant-hier, que ça a commencé par la dislocation des syndicats. Le premier syndicat camerounais qu'on appelait l'Union des étudiants camerounais, l'UNEC, qui était créé par Joseph Sack, l'UNEC avec C, qu'il a transformé en cas en 1958. Lui, voilà le premier expert comptable camerounais qui a fait tous les textes de plan comptable au CAM. Mais précisément parce qu'il avait été UPCiste, il était avec les Capet de Bana, avec tout le monde là. Après avoir fait le texte, au lieu de le nommer au moins directeur de la BIAC nationale, on l'a nommé directeur régional de l'agence de la BIAC de Douala. Mais bon, le gars, à un moment donné, il est parti faire. Non, en fait, non, il ne faut pas avoir peur. Il faut seulement faire l'observation que chaque fois qu'il y a une cause nationale, et une cause nationale est portée par quelqu'un, notamment
C'est un genre, on vous à hégémonie. Et ça fait tenir les autres. Et justement, j'ai lu aussi un journaliste là, je ne peux pas dire, est-ce qu'on peut parler de causes républicaines sans associer le Grand Nord? Vous voyez un peu, parce qu'il faut connaître ces clivages-là. Voilà. Quand il y a un mémorandum de Grand Nord, Issa Tiroma, Amadou Mustafa sont nommés ministres. Mais quand vous venez avec une revendication, je ne sais pas moi, du peuple amléqué, du peuple... Non, les Bamléqués, les Bamléqués. Mais pourquoi, quand on parle donc du mémorandum des États qui proposent même de financer et de donner la caution au président Biya pour l'élection présidentielle, il n'y a pas de levée de bouclier. Donc, vous voyez un peu, c'est comme ça qu'il faut analyser la chose. Merci. À ceci que même la DEC, l'association qui porte les défenses des étudiants, on ne veut pas que la DEC porte la cause nationale des étudiants. On veut toujours que ce soit les étudiants de Grand Ouest, de Grand Sawa. Mais voilà comment il faudrait plus tomber. Parce que là aussi, décembre 1996, le RDPC tient son dernier congrès. On pourra en faire. Non, c'est très dangereux ce que vous... Je demande aux autres de me laisser la part. Parce que là, ça concerne non seulement l'autorité traditionnelle que je suis, mais le chroniqueur. Le RDPC vient de mettre en place un bureau de logis RDPC. On prépare l'élection présidentielle de 97 et Biya a peur de perdre parce qu'il avait perdu en 92. Il faut donc prendre la population bamléké pour jouer le rôle. Il fait quoi? On crée la Jachabi et la Presby, mais surtout la jeunesse de l'Ouest unie pour le renouveau, pour tuer même la jeunesse du RDPC. Parce que ça aussi, c'est des faits qu'il faut intégrer. Comment que fait-on avec la jeunesse de l'Ouest unie pour le renouveau? Au point où Ateba Yene, père ton âme, il est parti. Mais les gens comme les Ngidjolngan qui ont voulu, et Ateba Yene, c'est les deux au moins, qui ont voulu reprendre la gestion du bureau national de l'OJRDPC pour leur dire que mais non, nous sommes vieillis, nous sommes des pradins, mais personne d'eux n'a évolué. Ça veut dire qu'en fait, on utilise même la jeunesse bamileke là pour être charter par-ci, mais lorsque la même jeunesse élève dit mais non, attendez, nous ne voulons pas être cause bamileke, nous voulons être cause nationale. On les voit aux hégémonies, ce n'est pas possible. Ce qui est curieux, donc, voilà ce que nos historiens, anthropologues et sociologues devraient enseigner pour dire aux Camerounais, ne vous fiez pas à ces choses-là, on vous veut détourner de la cause nationale. Qu'il soit Bamileke, Mundang ou qui, quand quelqu'un porte une cause nationale, suivez-le et surtout sachez que ceux qui tiennent ce discours ont à pérenniser le comptoir colonial, divisé pour mieux régner. Donc ne les suivez pas. Ce qui est curieux en même temps, Charles Amen Bachou, peut-être, on sait qu'on avait la revue des réseaux sociaux, mais il fallait absolument que cette analyse froide soit faite sur la situation. On est curieux que ce soit des enseignants. J'ai vu des enseignants, moi j'ai regardé des enseignants, j'ai regardé des politologues, j'ai regardé des Camerounais comme vous et moi. Et il y en a même qui se sont exclamés en disant mais quand je me rends compte que ce monsieur m'a enseigné pendant des années, est-ce qu'on peut se dire que l'enseignant, comme on l'a d'ailleurs mentionné ici, au lieu de s'arranger à restituer les pans véridiques de l'histoire au peuple camerounais, que l'enseignant aujourd'hui vienne à chercher des postes de nomination? Parce qu'il faut défendre justement cette cause-là, mise en place par le système, pour laisser croire que l'on sait ce système et pérenniser de fait le comptoir colonial. Monsieur Michel Ngachou, je vous ai dit tantôt que nous sommes dans le règne de la cancritude. C'est encore l'une des manifestations de cette cancritude. C'est un groupuscule de personnes, et permettez-moi de vous dire l'expression, d'employer cette expression, des fils à papa. Ils ont hérité ça de leur père. Allez fouiller. Ces universités dont vous parlez sont les fils d'eux. Vous vous rappelez de la célèbre expression anglo-bami? Oui. Cette expression anglo-bami était tenue par qui? À un moment donné où on revendiquait une cause nationale, le professeur Owona. Dans une cause, monsieur Michel, je ne veux pas citer des noms, mais je vous ai pris juste un cas pour vous dire aujourd'hui que le prunier ne peut pas faire le manguier. Allez voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui, monsieur Michel Ngachou. C'est un groupuscule d'individus. Ils ne sont pas 100, monsieur Michel Ngachou. Ce qui m'aurait étonné, c'est qu'à l'intérieur, qu'on retrouve
Monsieur Michel Ngacho de Bamileke, qu'on retrouve des bassins, qu'on retrouve... Mais c'est strictement un groupuscule appartenant à une même ethnie. Ce qui démontre que les vrais tribalistes, ce n'est pas ceux de l'autre côté, mais c'est eux les vrais tribalistes. Ceux qui disent que les autres sont tribalistes, c'est un groupuscule qui se maintient, qui se pérennise. Ils évoluent dans un même clan. Regardez la façon de sortir, vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes qui sortent des mêmes regroupements, d'une même zone géographique, monsieur Michel Ngacho. Ils se reproduisent, ils se pérennisent de père en fils. Ils suivent, monsieur Michel Ngacho, on dit que le sang suivant la veine. Rappelez-vous du mémorandum des gens de l'Est. Ils avaient sorti en disant non, les populations de l'Est, c'est les plus abandonnées. Ce sont les populations qui souffrent. On est venu récupérer, les étrangers ont récupéré l'Est. Ils sont venus faire de l'Est. Vous vous rappelez de tout cela? Et on a pointé le doigt sur les tenants de ce mémorandum ont été nommés. Qui a la fonction publique, qui a ceci, qui a cela. Ce mémorandum est mort. Il est mort, on n'en a plus jamais parlé, on n'a jamais pu faire allusion. Ils ont pensionné. À l'immédiat, lorsqu'on les a enlevés du gouvernement, ils sont rentrés, ils se sont souvenus. Ils sont souvenus encore qu'il y avait X à défendre, non les minéraux, l'exploitation, les gisements, les cratères. Ils sont devenus encore des profondeurs. C'est un groupuscule d'individus. Au moment où je vous parle, dans le nez, je le dis en regardant la caméra, les chefs ont perçu 300 000, monsieur Michel Ngacho, pour apposer la signature sur un mémorandum ou sur, je ne sais pas moi que vous appelez ça, une motion de soutien, une pétition à l'endroit de la brigade anti-Sardina. Je veux bien comprendre. La brigade anti-Sardina, c'est les Bamileke, c'est les Barantais. Dans le nez, je le dis dans le nez. On a amené la mouture, on a déposé, ils ont signé. Tu signais, tu prenais, monsieur Michel Ngacho. Il faut le dire. Mais quand vous avez vu ces vidéos, monsieur Michel Ngacho, j'ai discuté encore avec un aîné qui m'a fait voir, je suis allé fouiller sur la toile et j'ai retrouvé des vidéos où des gens emploient des expressions, je ne sais pas ce que quand on dit que Ngoué ça veut dire quoi là? Ngoué Makan, ça veut dire quoi? Tu as la sorcellerie. Voilà. On a suivi, allez voir, regardez le peloton de tous ceux qui sont dans la brigade anti-Sardina. Sandy de Bon, Sandy de Dou. C'est la nièce. Calibri, Calibro, monsieur Michel Ngacho, Calibri, Calibro, il est d'où? Oui. Mais ce n'est pas des Bamileke. Calibri, Calibro est du littoral. Mais je suis surpris, ce n'est pas des Boulou. Oui, Boulou, ce n'est pas des Bamileke. Effectivement. Ce ne sont pas des Bamileke. Les directeurs de population ne sont pas des Bamileke. Comment comprendre que les enseignants se mettent sur des télévisions? Allez voir. Et sont dans la surenchère du tribalisme aujourd'hui. Allez voir. Prenons juste les activistes. Les chefs d'opération sur le terrain, ce n'est pas des Bamileke. Donc, que ce soit des personnes, je vous dis, ils reproduisent les mêmes films de leurs parents, sans avoir honte aucune. Ils regardent la caméra et procèdent à des vomissures nauséeuses et nauséabondes de M. Michel Ngacho. Quand ces chefs vont s'aligner, ces chefs de l'Ouest vont s'aligner, là, M. Michel Ngacho, j'ai bien envie d'employer une expression très grossière à l'endroit ici, malgré le respect que j'ai pour eux. Que vont-ils démontrer? Je vous ai pris tout simplement les gars qui sont sur le front. Ce sont pas des attendons de voir. Les noms seront lus, les signatures seront apposées, les documents on les aura et on connaîtra exactement qui a pris 300 000 pour apposer ces signatures. Ça va plus loin. Ça va plus loin, monsieur Michel Ngacho. Lorsqu'on avait décrété, le Vatican avait décrété que Monseigneur Wooking devrait être l'archevêque de Yaoundé, Mbobok s'en souvient. On a barré les routes depuis Obala. On s'en souvient. On a barré les routes. La cathédrale de Yaoundé s'est vidée. Tous les gens qui ne venaient plus parce qu'on disait... Mais je me pose bien des questions et je veux comprendre, monsieur Michel Ngacho. Charles, permettez, c'est un sujet vraiment qui est assez dense. C'est vous qui l'avez. Non, il faut l'évoquer. Nous avons parlé de l'analyse de froid. Permettez de nous faire dire quand même, on tente justement de mieux comprendre. Non, il y a des conneries. Justement, je veux dire, le premier évêque de Yaoundé, Jean Zoua. Voilà. Comme c'est un Manguissa, on lui avait même interdit d'arrêter à Yaoundé. Voilà, je voulais arriver là. Non, je vous le dis. Donc, quand on va jusqu'à telle bassesse, il dit ils sont dans une même aire géographique, j'allais même dire culturelle. Mais pourquoi interdiront à un Manguissa qui vient d'avoir la charge d'être évêque à Yaoundé, de venir à Yaoundé? Vous voyez, et plus tard, on fait comme si on l'a coopté. Et à sa mort, un autre qui va donc l'église qui n'est pas dans nos choses, qui envoie nos... On fait les barricades.
Au point C'est où, incroyable. oui, il part, Monseigneur Toye Bakon, il est obligé de supplier en disant, Nyandom, moi je viens, bon, vraiment, et voilà. Oui. Et quand il commence à dénoncer l'homosexualité, on le base. On le base. C'est pour ça, c'est pour vous dire, et c'est bien d'avoir pris ces exemples-là, pour vous montrer en réalité qu'il ne faut pas être distrait. Ouais. Il ne faut pas être distrait. C'est un groupuscule de gens qui veulent manipuler l'opinion. Comment les mêmes gens n'ont pas accepté Jean Zoa, n'ont pas accepté Wooking, n'ont pas accepté Toye Bakot. Donc, vous considérez ça comment? Donc, en réalité, non. Prenez, soyez au sérieux et surtout, engagez-vous, lutte unie sur tous les fronts. C'est comme ça. En fait, l'héritage colonial est encore là. C'est ça qu'il faudrait enlever de nos têtes, c'est-à-dire le décolonialisme. Très bien. Bon, Bengan, on ne saura se taire. Hein, ça, je vous le promets. On ne saura se taire sur cette question. On s'en excuse humblement. Isabelle Caron-Zoupette, on sait qu'ensemble, on a préparé cette émission autour même de la revue des réseaux sociaux. Véritablement, vous savez, des questions urgentes en ce qui concerne l'éducation de la population nous interpellent nous aussi. Dominique Audrey, vous nous excuserez. Et on va tout de suite, mesdames, messieurs, retourner voir Constille Amine qui est avec nous. Et il tient bien sûr ce matin avec lui à nouveau le tapis des braises. Il est là comme à l'accoutumée. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Merci. Vous Allez, aimez le... Constille Amine, tout est dit là. Bien entendu, Qu'est-ce que Michel vous Gatou. nous donnez en complément? Tout est dit ce que je donne en complément. Je commencerai déjà avec, bien sûr, votre permission, Michel Gachou, de commencer déjà par le salaka du jour. Ah ben oui, vous savez très bien que tous les mercredis, il y a toujours un salaka derrière le concept salaka. Et nous avons choisi la deuxième partie de cette vente pour offrir, bien entendu, un salaka spécial à tous ceux qui vont se rendre du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Oui, je dis bien, ceux qui vont venir directement au magasin 1001 tapis, acheter leur tapis de braise. Il faut déjà rappeler que quand vous achetez un tapis de braise, le second vous est offert gratuitement. Et uniquement pour ce mercredi, il faut rappeler qu'il y a des kilogrammes de maquereau Oya Oya que nous allons donner gratuitement à ceux qui vont venir au magasin 1001 tapis acheter leur tapis de braise. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, qui vont commander leur tapis de braise, ne pouvant pas envoyer le maquereau frais Oya Oya, on va leur envoyer les morceaux de savon de 400 grammes qu'on vous donnera gratuitement. Et c'est l'occasion déjà pour moi ici de remercier le donateur de ces kilogrammes de maquereau et de ces morceaux de savon, l'importateur Saskale, qui nous accompagne pour le compte, bien sûr, de ce mercredi du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Ce tapis de braise que voici présente plusieurs avantages. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, hier, c'était la fête du mouton. Vraiment, je dis merci aux musulmans. Je dis merci à tous les musulmans parce que j'étais dans la maison des commissaires, j'étais dans la maison, c'est-à-dire des imams, des maisons des aladji. J'ai vu les gens utiliser le tapis de braise. Adja est venu acheter son magasin 1001 tapis avant-hier. Elle m'a dit, Lamine, vraiment, toi-même, regarde le mouton sur le tapis de braise. Oh, le goût de ça avec le tapis de braise. Est-ce qu'on doit encore rester derrière comme un truc d'échappement? Chacun devrait avoir ce tapis de braise à la maison. Ah ben oui, que ce soit pour le mouton, que ce soit pour le bœuf, que ce soit pour la chèvre, que ce soit pour le poisson et même les crevettes sans oublier les saucissons. Vous avez la solution pour une grillade de qualité, pour une braise de qualité. C'est avec le tapis de braise. Et en ce moment, vous achetez un tapis de braise au prix de 10 000. Le second vous est offert gratuitement. Je dis bien jusqu'au 31 juillet 2021, vous achetez un tapis de braise au prix de 10 000 francs. Le second vous est offert gratuitement.
Offre valable pour tous les clients du concept Salaka, même ceux qui sont hors du Cameroun, qui ont besoin de commander le tapis de braise. Vous êtes au Gabon, vous êtes au Congo, au Sénégal chez moi, en Côte d'Ivoire, appelez le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran à l'instant et commandez votre tapis de braise. C'est l'occasion plus que jamais de faire de très très bonnes affaires avec le tapis de braise qui est en vente actuellement à 10 000 francs. Vous achetez un tapis de braise, le second vous est offert gratuitement. Et je rappelle également que tous les clients qui vont venir au magasin 1001 tapis recevront les kilogrammes de maquereau gratuitement dès que vous achetez un tapis de braise offert par l'importateur Saskale, l'un des parents du concept Salaka. Merci infiniment. Allez, on va se séparer. Madame, Messieurs, on va se quitter, bien évidemment, ce matin sur une note. Et nous portons encore le regard sur un chantier qui est en construction ici à Douala. Depuis des semaines, on en parle. Je voudrais ici inviter les uns les autres à aller faire un tour au niveau du carrefour des immeubles. On insiste depuis des semaines quand même. Comment peut-on faire des routes avec du ciment? Ça se voit au Cameroun. Aujourd'hui, au niveau du carrefour des immeubles. Livrer une partie de la route et qu'on se rende compte justement que 2 jours seulement après, il y a des trous sur la route. On se dit finalement, qui veille là-dessus? Allez bien sûr au carrefour des immeubles. J'ai mis un carrefour Koto, ici à Bonamoussa, je sais pas, Bonamoussa dit Koto, c'est à Yaoundé, c'est à Douala. Allez-y faire un tour et vous demandez qui sont ceux qui ont gagné ce marché. Pourquoi se comporter de cette façon? Le Cameroun est à reconstruire. Mais surtout, ouvrons les yeux et allumons nos cerveaux. À demain, 10h.